Vous êtes à l'écoute du podcast Votre duo préféré. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre duo préféré. Je vous rappelle le concept. À chaque épisode, un nouvel invité qui vient nous présenter son film et sa série favori. On les analyse, mais on s'en sert aussi comme début de discussion pour mieux vous connaître. Et aujourd'hui, je reçois Nico. Déjà, bonjour Nico. Salut, merci de ton invitation, c'est sympa. Avec grand plaisir. Donc nous, on se connaît puisque tu es le co-animateur avec Guillaume du podcast Le Kiff, sur lequel j'ai pu participer. Yes, exact. Mais tu ne fais pas que ça, tu as une autre émission notamment de sport. Est-ce que Ouais. tu peux nous expliquer un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais de ta vie? Alors bon, mon nom est Nicolas, on me nomme Nico souvent, j'ai 30 ans. Je travaille à la caisse de pension au Luxembourg, mais j'habite en Allemagne. Mais je suis franco-portugais, donc je suis un peu de partout. Alors oui, le podcast, j'ai le kiff avec Guillaume qu'on partage depuis 3 ans maintenant, ça va être la 3e saison qu'on vient de commencer. Et j'ai commencé un podcast il y a 1 mois et demi qui s'appelle Nico débrief le sport, où en fait je débriefe des événements sportifs une fois par semaine souvent, ou parfois 2 fois, ça dépend des événements. Comme là, il y a eu le Tour de France, la Coupe du Monde. Je fais des débriefs ou seul de 20 minutes ou de 40-45 minutes si j'ai un invité. Donc où je parle un peu de tous les sports, Formule 1, foot, basket, biathlon, fléchette, parler un peu de tout, cyclisme. Donc voilà. Vraiment un vrai passionné de sport avant tout, quoi. Ah oui, je suis sport, c'est tous les jours j'ai un événement sportif et quand il n'y en a pas comme ce week-end, je me suis même tapé une course de vélo anonyme hier parce qu'il n'y a pas d'autre sport à voir ce week-end. Donc j'aime pas le mois d'août, le début de mois d'août, je déteste ça. Ok, très bien. Il n'y a rien à voir. Mais donc, quand il n'y a rien à voir, peut-être on peut regarder des films et des séries pour passer le temps. Et Ça j'arrive tout le temps à le faire, mais oui, c'est en ce moment encore plus. Là on a une liste de films qu'on va voir avec ma femme qu'on a prévu. On profite des moments où il y a un peu moins, où j'ai un peu moins de choses à faire, j'ai un peu moins de podcasts, un peu moins de tout, donc on profite un peu pour revoir des séries ou voir des nouveaux films qu'on a prévus ou autres. ok. Et du coup, on va commencer donc par le film, donc Inception de Christopher Nolan, film sorti en 2010. Est-ce que déjà, Yes. tu peux nous expliquer, comme d'habitude, pourquoi ce film? Alors, je l'ai vu pour la première fois, j'étais au lycée. On l'a vu en cours. C'était une dernière journée avant les vacances scolaires. Donc, on regardait toujours des films. Et quelqu'un avait ce film sur soi, Inception. Il nous parlait d'un film d'action à l'époque. Donc, bon, on s'est dit pourquoi pas, on va le regarder. Et je me rappelle de la consternation. Au bout d'une demi-heure, tout le monde a voulu l'éteindre. Personne n'a voulu continuer parce qu'il était trop compliqué. Ils n'avaient pas envie de réfléchir. Voilà, on avait 13-14 on aurait 13-14 ans. Donc on a éteint le film assez vite, mais moi il m'avait beaucoup plu. Donc dès que je suis rentré le soir, je suis allé sur une des plateformes très autorisées à l'époque pour regarder les films. Je l'ai regardé directement et j'en suis tombé amoureux. J'ai adoré le film, j'ai adoré le concept. À l'époque, je l'ai pas compris comme maintenant, mais le film m'avait marqué et ouais, j'avais adoré ce film. Donc et depuis, c'est resté. J'ai eu plein de problèmes dans ma vie par rapport à certaines choses, par rapport à des dépressions, à des rêves, etc. Donc c'est un film qui m'a toujours marqué et à chaque fois que je le regarde, je découvre des nouvelles choses et j'adore ça. Tu disais que tu avais eu des choses dans ta vie, notamment liées aux rêves. Est-ce que Mhm. tu peux nous en parler un peu plus? Déjà, quand j'étais jeune, j'ai eu des gros problèmes de cauchemars. Vraiment assez grave. Par rapport à un film aussi, je sais pas si tu connais Tomb Raider. Ouais. Il y avait ces scènes avec les grosses araignées. J'avais déjà une phobie des araignées. Et j'avais regardé le film sans faire exprès, parce que mon père était en train de regarder dans le salon. Moi, je dormais. Je me suis levé, j'arrivais pas à dormir. Je suis allé dans le salon et j'ai vu cette scène-là et j'ai eu des gros problèmes avec ça. Donc, j'ai fait des cauchemars pendant des années, pendant des mois. Et on a essayé plein de choses pour que ça parte et ça partait pas. Et au bout d'un moment, je crois que c'est parti de lui-même. Et par la suite, j'ai commencé à faire des rêves un peu comme si mes rêves se répétaient souvent. J'avais l'impression, d'avoir des rêves qui se répètent ou c'est comme si tu avais des rêves où j'étais éveillé. J'étais aussi fatigué le matin que si j'avais pas dormi parce que c'était comme si je vivais vraiment le rêve à fond. Et ouais, j'ai jamais découvert pourquoi, j'ai jamais découvert que c'est que des périodes où ça arrive. Et j'ai jamais trop compris pourquoi. Et comme ce film parle de rêves et parle de plein de choses, ça m'a marqué. Est-ce que maintenant tu as toujours ces rêves, tu t'en souviens toujours autant? Est-ce que tu les notes? Ça arrive beaucoup moins souvent, mais quand ça arrive, c'est une période de quelques semaines où j'ai vraiment des gros problèmes de sommeil parce que parfois, on va dire que si le rêve se passe bien, entre guillemets, ça va. Si ça se passe mal, par exemple, si c'est un peu une sorte de cauchemar ou autre, sans, inconsciemment, je vais me forcer à pas dormir les jours d'après. Donc, je vais dormir des nuits de 2 à 3 heures.
et ça, c'est assez fou, donc c'est assez chiant. Et après, au bout d'un moment, ça part par lui-même, mais ça m'arrive toujours, oui. Mais je les note rarement. J'en parle souvent avec ma femme le matin de la voiture, parce qu'on on covoiture les 2 le matin pour aller au boulot et parfois je lui raconte. Après, quand c'est d'autres rêves un peu plus qui sont mal passés, j'ai tendance à pas trop en parler, mais ça dépend toujours des cas. Ouais, donc effectivement, t'as vraiment un affect lié au rêve et à comment ça t'impacte même dans la vraie vie. Oui, oui, Euh, largement, oui. Bah d'ailleurs, Nolan, voilà, il a raconté que c'est notamment parce que vers l'âge de 16 ans, il faisait des rêves lucides. Donc pour ceux qui savent pas, les rêves lucides, c'est quand on arrive à avoir conscience qu'on rêve Ouais. et on peut interagir avec son propre rêve. Est-ce que toi, t'en as déjà fait? Est-ce que tu t'es entraîné pour pouvoir justement essayer de contrôler ces cauchemars ou quoi que ce soit? Ou tu n'as jamais réussi sans même, ou même jamais cherché à le faire? Entraîner, non, pas vraiment, mais j'ai commencé, oui, vers 16, 17 ans, peut-être 18 même, je sais pas exactement quand, à avoir des rêves où je contrôlais le rêve, mais je savais que je rêvais. Donc tu sens que tu rêves et tu sais ce que tu dois faire pour que le rêve s'arrête. Tu sais que tu dois mourir dans le rêve, ou tu sais que tu dois tomber d'une chaise, ou tu sais, parfois j'avais des courses-poursuites dans mes rêves, donc je me faisais traquer par quelqu'un ou autre, et je savais qu'il fallait que je saute d'une falaise, ou je savais qu'il fallait que je saute de quelque chose pour pouvoir me réveiller. Et au moment que je me réveillais, je me souvenais du rêve et je sais pourquoi je l'ai fait. Je savais vraiment que j'allais pas mourir, quoi, que c'était dans mon rêve. Donc ça, il y a des périodes où ça vient, et après au bout d'un moment, par contre, c'est parti. J'avais plus du tout ça, et c'est revenu plus tard vers mes, 25, 26 ans, où je recommençais à avoir un peu ça, et pas autant que quand j'étais jeune. Mais ça dépend vraiment des périodes. Quand j'ai une période, par exemple, où mon père est décédé il y a 2 ans, j'avais une période vraiment où mes rêves étaient devenus assez graves, mais je sentais par contre que je rêvais. Je savais ce qu'il fallait faire pour que le rêve s'arrête. Donc j'avais encore cette période un peu de lucidité. Mais ça repart, dès que je me sens mieux, ça repart, en fait. Donc c'est comme si ça accompagnait mes mauvaises périodes. Déjà, d'arriver à se rendre compte qu'on est dans un rêve, c'est impressionnant. Enfin, c'est clairement un rêve lucide. Donc, c'est déjà assez fort que tu y arrives assez régulièrement. Faut savoir que moi, bah, je me suis beaucoup intéressé quand j'étais ado au rêve lucide parce que j'en faisais, j'ai essayé de m'entraîner. Il y avait tout ce système où on disait, par exemple, que plusieurs fois dans la journée, il fallait ouvrir et fermer sa main. Un peu, tu vois, un peu à la système d'un totem dans Inception. Et en Ouais. gros, que quand tu le faisais tellement tout le temps, que en fait dans ton rêve, il fallait le faire pour se rendre compte si tu rêvais ou pas. Il y avait tout un système aussi on dit que la période de rêve lucide la plus propice, c'est quand tu te réveilles une première fois, tu vas faire autre chose pendant, je sais pas, une demi-heure, 40 minutes, puis tu vas te Et tu t'endors, recoucher. ouais. Ouais, et que là, du coup, ton cerveau, il est beaucoup plus à même à être on va dire, conscient. Donc c'est vraiment, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et ben d'ailleurs, moi, Inception, c'est un film que j'adore, que j'ai vu, je sais pas, 6 7 fois, je pense, depuis qu'il est sorti. C'est un de mes films préférés aussi. Et c'est vrai que les rêves lucides, tu te dis que si vraiment on devait chacun bosser dessus, on pourrait faire des choses incroyables. Que le rêve, comme dans Inception, ça donne la porte à tout ce qu'on veut. Ah, Bon, j'adorerais avoir ça tout le temps. J'aimerais pouvoir avoir, la possibilité d'avoir cette lucidité, mais dans des bons rêves, on va dire, pas dans les rêves que j'ai, à ces moments-là. C'est souvent des mauvais rêves parce que c'est à travers des mauvaises périodes. Mais dès que je vais mieux, dès que j'ai des périodes où je vais mieux, j'ai beaucoup moins cette capacité. C'est comme si mon inconscient avait cette capacité que quand ça allait mal, pour en sorte me montrer que, voilà, tu peux faire quelque chose contre ça, tu peux lutter contre ça, et dès que je vais mieux, ça repart, et je me souviens pas des rêves que je fais, ou beaucoup moins, ou autre. C'est, ouais, c'est souvent l'inconscient qui sait quoi faire à quel moment. ah bah oui, oui. Mais c'est vrai que là, c'est vrai que pour toi, c'est un peu dommage que ton cerveau ne soit que dans le négatif, entre guillemets, alors qu'il pourrait te faire vivre des aventures un Ah peu oui, plus c'est clair, oui, sympas. oui, c'est clair. C'est sûr. Et d'ailleurs, Après, même avec l'arrivée de l'IA, tu sais, enfin, moi, je connais quelqu'un qui fait ça, qui a souvent des rêves, qui les note et après qui va demander un peu à l'IA des analyses par rapport à ce qui peut être retrouvé dans tous les bouquins sur les rêves. Et ça peut peut-être mmh. permettre de comprendre un peu plus les sens cachés. Mais en tout cas, les rêves, c'est vrai que c'est quelque chose dont on connaît finalement peu de choses en termes scientifiques. Peut-être qu'un jour, on arrivera à avoir comme dans Inception cette façon de contrôler. Mais Ah, ça d'ailleurs, serait est-ce que fou quand même, ouais. si toi, là, demain, comme dans le film, avec une bande de potes, tu pouvais
de connecter ensemble et vivre des rêves qui dureraient, je sais pas, même 2 jours, 3 jours. Est-ce que ça te tenterait ou finalement, tu trop bien dans le réel pour aller là-dedans? Ah, ça me tenterait, oui. Après, je dis que je me connais, non, je me doute des dangers que ça a, je me doute des problèmes que ça peut avoir. Parce que comme tu vois dans le film, entrer dans la tête de quelqu'un, par exemple, pour mettre un rêve, c'est quelque chose d'hyper dangereux. Ça peut être quelque chose de super pratique, hein, je tiens à le dire, hein, ça peut être quelque chose de bien. Mais comme tout dans le monde, les humains ne savent pas utiliser les choses bien. Donc, dès que tu crées quelque chose qui peut être bien, on l'utilise pour le mal. Donc, ça serait fou, je serais partant pour le tenter. Mais je sais que ça serait tellement utilisé à mauvais escient que vaut mieux pas, quoi. C'est dans ça, voilà, il faudrait que ça soit bien cadré et que, Ouais, tu vois, qu'avec tes potes limite et vraiment dans un endroit safe. Mais, ouais. mais c'est vrai que même pour, je me dis pour pas mal de cas, ça pourrait être, sortir la peine des gens ou des gens, je Mmh. sais pas, qui sont à l'hôpital ou et cetera. C'est vrai que ça pourrait être Ah un ça moyen pourrait de ça s'échapper et de pourrait vivre être une fou, autre hein. vie, le temps. Ça pourrait être super bien utilisé, ça pourrait éviter certains problèmes dans le monde, ça pourrait aider à la peine de famille qui souffrent, à la peine de plein de choses différentes, de gens qui sont en fin de vie ou autres. Il y a tellement, il y a une série qui s'appelle Vampire Diaries, donc sur les vampires, où tu as une scène où tu as un démon qui entre dans la tête de l'autre vampire, et blablabla, qui est en train de mourir, qui est à 2 doigts de mourir, et il lui fait vivre une dernière heure magnifique dans la prairie, à faire des petites courses, à faire des choses mignons, sympas, et elle meurt comme ça. Elle meurt pendant sa dernière heure, en fait, qui était que dans son rêve, mais qui était magnifique. Et ça serait magnifique de pouvoir faire ça grâce à ça, à vivre à des gens qui sont en fin de vie, qui vont mourir dans les prochaines heures, leur faire vivre quelques heures, de finir en beauté, quoi, et pas de finir dans un lit d'hôpital. Et cetera. Donc pour ça, serait magnifique, hein. Mais comme je disais tout à l'heure, ça serait tellement utilisé à mauvais escient. C'est tellement Et dangereux. c'est sûr à 100% que ça prendrait des chemins, assez néfastes Ah oui, et c'est clair. si on te mettait voilà, si on te connectait à un rêve, comme dans Inception sans ton bon vouloir, qu'est-ce que tu aurais comme totem au préalable, toi? J'y ai beaucoup pensé. Pour moi, je pense que je suis très fixé avec les dés, donc ça serait sûrement un dé. C'est pas très original, mais je suis vraiment très fixé avec les dés, avec, tout ce qui est jeux de cartes et cetera aussi. Donc pour moi, je pense que ce serait un dé. Comme, je crois que c'est pas Cobb, c'est l'autre qui l'a dans le film, je n'arrive pas à trouver son nom. Arthur, C'est Arthur, voilà, qui l'a dans le film, un dé truqué avec une face différente des autres, et moi je crois que ce serait ça aussi. est-ce que tu penses que si tout ce système-là de pouvoir, se mettre en commun, rêver, forcer les gens à être dans le rêve, existait, tu aurais peur constamment d'être dans un rêve et tu passerais ton temps à le piétonder ou tu serais plutôt serein? C'est-à-dire, en fait, limite qu'importe puisque tu crains pas grand-chose et que enfin, tu vois ce que je veux dire? Je crois que ça serait dangereux, je serais souvent avec mon dé, parce que tu vois dans le film à quel point ça peut partir loin, avec l'inconscient, le subconscient, et cetera. Mais en vrai, je pense qu'on a tellement dans ce monde, on a tellement de traumatismes, de choses dangereuses que je pense qu'on deviendrait fou. On deviendrait fou à pas savoir, prendre le risque, comme je disais tout à l'heure, je prends le risque de mourir dans mes rêves pour me réveiller parce que je sais que je suis dans un rêve. Mais imagine que ça soit la vie de tous les jours et que tu saches pas à un moment, que ce soit vraiment un rêve comme dans le film, comme ce qui arrive à Marion dans le film. Tu sais pas la réalité entre le rêve et ça serait facile de se perdre, hein, entre la réalité entre un rêve et l'autre. Donc ça serait dangereux. Et je serais tout le temps avec mon dé, sûrement tout le temps avec mon dé en train de le lancer pour voir, où j'en suis. Et je pense que d'ailleurs, ça serait des scènes de vie assez marrantes. Tu verrais dans la rue, dans le bus, dans les RER, Oui, des gens avec leur totem pour se dire: «Merde, est-ce que je suis vraiment, est-ce ouais. que c'est bien ma journée de travail de merde de tous les jours que je suis en train de passer ou je peux me réveiller quand même?» Ah non, c'est fou, ouais, ouais, ça changerait complètement la face du monde, ça serait la face des gens déjà. Les gens seront encore plus, méfiants qu'ils le sont déjà maintenant. Donc ça serait un peu fou. Tu es en pleine discussion avec quelqu'un, tu es en plein date amoureux et tu vas sortir ton dé pour voir si tu es vraiment en date ou si tu es pas en train de rêver. Imagine, imagine les scènes. C'est clair. Ouais, Ah parce que c'est là, c'est un ah c'est cauchemar ce fou. date, alors je voudrais être dans un rêve, s'il te plaît. Ça serait fou quand même, mais ouais. Mais voilà, beh, en fait, c'est comme tout. Je pense que oui, ça pourrait créer des choses magnifiques et en même temps, on verrait des suicides parce que les gens voudraient absolument ne pas être dans le réel et je Exactement. pense que des gens passeraient même
bah, chercherait presque à aller dans les limbes. Bah, d'ailleurs, on le voit, Cobb et Mal, finalement, quand ils arrivent dans Ouais. les limbes et qu'on les voit en train Ah, de ils ont créer décidé des entier, oui, mondes, oui. de C'est fou. Ils avaient une deuxième vie, hein. Ils avaient deuxième vie dans l'étage, tu sais, l'étage de l'ascenseur, là où ils descendent, bien où tu as sûr. certains souvenirs, il y a une deuxième vie. C'est fou. Et ce que Nolan a super bien fait, c'est de montrer ces scènes-là, de montrer les dangers qu'il y aurait si on aurait un truc dans le genre, hein. Ah bah oui, oui, c'est sûr que. Mais d'ailleurs, le vrai danger, finalement, c'est même plus que juste ça, d'avoir une deuxième vie. C'est bah, justement, c'est l'Inception, c'est le fait Ouais, d'implémenter l'idée que tout ça n'était qu'un rêve. ouais. Euh, Si toi, demain, là, tu pouvais mettre une sorte d'inception positif à quelqu'un pour améliorer sa vie, tu vois, genre arrêter une addiction, je sais pas, quelqu'un qui a une relation toxique et qui n'arrive pas à la quitter, ou voilà, ou se réconcilier avec un parent, est-ce que tu le ferais? Alors, depuis que tu m'as envoyé la trame avec où tu avais cette phrase dedans, j'ai tellement réfléchi. J'ai retourné la question à gauche, à droite, en bas, en haut, et je j'ai aucune réponse à ça. Parce que d'un côté, ça serait bien, et d'un côté, est-ce que ça te revient d'entrer dans l'intimité de quelqu'un, dans la tête de quelqu'un? Est-ce que c'est à toi de changer la vie de quelqu'un? Donc j'aimerais que les gens puissent le faire soi-même, ou qu'on puisse, je sais pas, demander une autorisation, c'est un peu bête, mais qu'il y ait un moyen que l'autre personne soit consentante à 100%, et là, le faire sans problème, que là, entrer dans la tête de quelqu'un qui, on sait même pas s'il le veut. Et implanter une idée, après ça pourrait aider parfois par je sais pas, dans des prisons, à des tueurs en série ou autres, leur implanter l'idée que, voilà, qu'ils sont cons et qu'ils arrêtent, ça serait pas mal. Mais c'est toujours dangereux parce qu'on sait pas si la personne est consentante, si la personne Et c'est si tu genre le de se fais remettre. dans le, par exemple, si t'as quelqu'un de très proche qui pense au suicide ou qui est, je sais pas, addict à l'héroïne et que finalement, alors le suicide évidemment, c'est le faire, c'est très compliqué parce que Ouais. tu vas contre l'envie propre de la personne. Donc on va parler par exemple de quelqu'un qui est complètement addict à l'héroïne et qui est en train de se détruire. Est-ce que finalement le faire, c'est pas que bénéfique, entre guillemets? C'est C'est hyper dur comme compliqué comme question, c'est question. dur, c'est dur. Oui, je pense que oui. Je pense que oui, c'est bénéfique parce que la personne, on sait très bien que la personne s'en sortira pas sans ça. Combien de personnes ne s'en sortent pas des choses comme ça? On le voit dans les films, dans les séries policières, tout ça, qu'il y a plein de gens qui s'en sortent, mais est-ce que dans la vie, c'est vraiment comme ça? Non. Sur 10, je connais pas les stats, mais sur 10 accros à l'héroïne, par exemple, on a malheureusement 6 ou 7 qui vont pas s'en sortir. Si pas plus. Donc oui, ça pourrait aider. Même pour l'histoire du suicide, je trouve que ça pourrait aider aussi. Parce que quand tu sais qu'une personne est au bout de sa vie et que tu arrives à lui mettre un peu d'espoir dans la tête, ça peut tout changer. Peut-être pas lui enlever complètement l'idée, mais mettre de l'espoir dans sa tête, lui montrer qu'il y a des belles choses, qu'il y a des choses qui en valent la peine d'être vécues, qu'il y a d'autres personnes que ça importe, qui seraient tristes ou autre, ça pourrait quand même aider un peu. Donc, je suis pour, mais voilà, il y a toujours cette petite part de est-ce que c'est bien ou pas? Je sais Et puis pas. finalement, la Et pour frontière un entre poste, je le ferais. la frontière est vachement fine, quoi, parce que à Ah oui, quel oui, moment ça devient quelque exactement. chose, jusqu'à où l'Inception peut être une bonne idée. Tiens, mon Exactement. fils veut pas travailler à l'école, bon bah je vais lui mettre dans l'idée qu'il faut bosser pour réussir. Enfin, tu vois ça. Voilà, mais ça exactement, c'est exactement l'exemple qui serait du danger que ça représente. C'est pas c'est compliqué. C'est compliqué parce que, comme dans le film, on voit qu'ils mettent l'idée dans la tête du mec, qui reprenne pas le travail de son père, l'entreprise de son père. À la base, c'est une bonne idée, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'utiliser l'inception pour un truc comme ça? C'est pas à lui de faire ses propres découvertes comme l'enfant à l'école, quoi. Est-ce que c'est pas à l'enfant de découvrir qu'en fait, c'est pas le bon chemin? Sinon, on n'apprendra rien dans la vie si on implante des idées à tout et à tout va. Alors que pour une addiction, par exemple, c'est quelque chose d'autre. Là, on voit que la personne, elle va en crever, elle va tout perdre, ou un tueur en série ou autre. Mais des idées comme ça, comme l'école ou comme là dans le film, je trouve pas ça nécessaire. Et Surtout peut-être, quand c'est pour aider, quelqu'un, quoi. on a beaucoup la discussion dernièrement là en France notamment, tu sais, sur quoi faire des pédocriminels, etc. C'est vrai que ça serait une solution. Ah oui, là, par exemple, je suis à 100% d'accord. Heu, Qu'ils soient en prison ou qu'on essaie qu'il y ait les peines de mort dans certains pays ou qu'on essaie de leur implanter une idée, après, est-ce que l'idée resterait? Est-ce que Ah,
C'est une Voilà. autre question, effectivement. Mais en tout cas, même qu'ils restent en prison, mais leur implanter l'idée que ce qu'ils ont fait est mal, ça pourrait déjà aider aussi un peu à réhabiliter certaines personnes, surtout pour des crimes moins graves. Pour un crime aussi grave qu'avoir tué 10 personnes, bon, pédocriminalité, il y a rien à faire. Pour moi, tu restes en prison toute ta vie et c'est tout. Mais pour quelqu'un qui a fait des petits crimes, on va dire, est-ce que ça pourrait pas aider un peu? Je sais pas. La question se pose, mais effectivement, on n'aura pas de Ouais. réponse Heureusement que c'est pas à moi d'en décider. Nos auditeurs seront juges et de ça. Mais On va rentrer en tout cas, si je pourrais le faire moi-même, oui, ça, moi, c'est pour moi-même, rêver, contrôler mes rêves et cetera, oui, ça, je devrais le faire. Mais l'inception, c'est compliqué. Oui, oui, je comprends tout à fait. On va rentrer un peu dans le film et on va dire dans l'analyse. Finalement, Cobb, pendant tout le film, on voit bien qu'il est complètement écrasé par la culpabilité qu'il a envers la mort de sa femme Mal. Est-ce que finalement le film, enfin, il est responsable en partie de sa mort et de son suicide? Est-ce que le film le traite à la fin un peu avec trop de clémence, puisque finalement, il s'en sort, il retrouve sa vie de famille, il retrouve ce qu'il cherche depuis le début? Ou alors pour toi, sa rédemption, elle est méritée? Après tout, euh, après tout, il l'a pas fait exprès, ça reste globalement un accident et il méritait pas ce qui lui arrivait. Alors, je crois que je vais être un contre-courant par rapport aux gens, parce que j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Le suicide, de Mel, il est en partie fautif, oui, parce qu'il a dans ses histoires de rêve et tout ça. Mais après, à la fin, c'est elle qui s'est quand même perdue dans tout ça. C'est elle qui a choisi, c'est elle qui prend la décision. C'est elle qui le met contre le fait accompli. C'est compliqué de lui donner à 100% la faute sur ça. Il y a plein de choses qui sont testées dans la vie et pourtant les gens ne deviennent pas fous à ce point-là comme elle est devenue. Donc, je- c'est un film, donc sa rédemption, je la trouve plutôt bien parce que les enfants n'ont plus rien, les enfants n'ont plus de père, n'ont plus de mère, n'ont plus de mère déjà. Alors, leur enlever leur père, alors que pour moi, comme je disais, c'est pas. Il est fautif en partie, mais c'est plutôt un homicide involontaire qu'un homicide volontaire. Et dans un homicide involontaire, tu sors de prison au bout d'un moment, la plupart du temps, dépendamment de ce que c'est. Et pour moi, dans ce cas-là, c'est pareil. C'est pas volontaire, c'est pas qu'il a voulu la tuer, il a rien voulu faire, il a pris des risques qu'il aurait pas dû prendre, oui. Il a embarqué sa femme dans une histoire où il aurait pas dû. Mais c'est dur de plus voir ses enfants toute sa vie, etc. pour ça. J'entends la réponse Toi, t'as et quel avis sur ça? je suis assez d'accord. Effectivement, après voilà, comme tu dis, il a pris un risque en fait. C'est ça, Ouais, il a fait tourner la toupie pour un peu libérer Mal de tout son mal-être. ouais. Mais bon, ça a fait des conséquences qu'on voit dans le film. Moi, je pense que, je sais pas si c'est mérité, mais c'est compréhensible. Et finalement, comme tu dis, les enfants derrière, ils sont pas plus heureux sans leur père. Et Cobb, enfin maintenant, qu'est-ce qu'il aurait fait? Enfin, il va aller en prison pour ça, alors que finalement, ils étaient deux. C'est plus Ouais, la faute à pas de chance, on va dire ça comme ça. c'est compliqué. Après, ce que je trouve, par contre, dans l'histoire, ce que moi j'aime pas de si j'adore dans le film, j'adore ça, mais en vrai, ça pourrait pas. C'est qu'en fait, il va commettre un crime pour pouvoir revenir auprès de ses enfants. Parce qu'ils font, c'est un crime quand même. Ils vont aider le Saito à entrer dans la tête de Fisher. Voilà, c'est un crime à la base. C'est pas Fisher qui le décide. Ils le font pas à la base pour aider Fisher. Ils le font pour aider Saito. Même si ça aide Fisher, on est d'accord. Mais à la base, ils le font pour aider Saito. Donc ils commettent un crime pour pouvoir connaître sa rédemption et revenir auprès de ses enfants. C'est ça qui me dérange un peu. Oui, justement, j'allais te poser la question, puisque même tu dis ça aide Fisher. Finalement, Fisher, peut-être qu'à la base, il aurait été totalement OK et content de reprendre l'empire de son père. Et on nous fait, enfin, Nolan, via le biais de Saito, nous crée cet antagoniste de Fisher qui Ouais. finalement n'a rien de spécialement méchant. Et Nolan, est-ce que tu trouves qu'il est pas un peu trop tolérant envers cette équipe qui vient manipuler Fisher, alors que finalement, comme tu le dis, c'est un crime et tout ça, c'est pour rendre service à Saito qui a déjà un empire énorme et qui a même pas spécialement besoin d'aide, à part s'enrichir encore plus. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr que c'est l'histoire.
sur ça, elle est pas belle. Ça reste un film, hein, ça reste, le film est comme ça. On dit pas que le film doit être gentil ou méchant, hein. C'est pas le but du film. Mais voilà, avoir sa rédemption à cause d'un crime inutile, bon, ils essaient de nous faire croire que c'est pour le bien. Est-ce que c'est pour le bien? Est-ce que ça vaut la peine, comme je disais tout à l'heure, d'entrer dans la tête de quelqu'un pour une idée comme ça? Non, pas du tout, pas à mes yeux. Ça aurait été pour l'enlever, comme tu disais tout à l'heure, de l'héroïne ou tout ça, il y a pas de problème. Ah, il y a pas de problème, si, il y a un problème, mais c'est plus compréhensible. Là, on le fait pour, enrichir une personne, donc c'est pas nécessaire à ce point-là. Donc à la base, ils sont trop sympas à montrer, l'histoire du groupe que c'est bien pour tous. C'est les gentils dans l'histoire. Après, dans la vraie vie, ça serait pas les gentils du tout. Mais dans l'histoire, il nous fait penser que c'est les gentils, ils nous mettent dans la peau de dire qu'en fait, on est derrière cette équipe. Alors qu'au moment, on se dit, oh non, j'espère qu'ils vont pas réussir. Non. Quand tu es dans le film, tu te dis, ah oui, tu es derrière cette équipe, quoi. Et est-ce que tu vois le fait que Saito il reste coincé dans les limbes pendant a priori quand même pas mal de dizaines d'années parce qu'il est extrêmement vieux, c'est un Ouais. peu la manière douce de nous dire ouais mais quand même regardez Saito il a été un peu puni et ce n'est pas que bien puisque j'ai réussi à punir un de mes personnages. Oui, c'est une sorte de punition, mais bon. Est-ce que les autres sont punis? Est-ce que Cobb, est-ce que Cartur, est-ce que. Je sais pas le nom de la fille. Ariane, Ariane, voilà. Pour eux, il n'y a pas de punition, quoi. Et il faut partie du truc quand même, hein. C'est eux qui c'est décident sûr. d'y aller, hein. Mais Donc, d'ailleurs moi c'est peut-être un truc dans le film où genre je sais pas si c'est une incohérence ou c'est juste moi qui ai mal compris, mais tu sais il répète quand même que bah si tu vas dans les limbes et que tu te réveilles alors que tu as vécu 60 ans dans ton rêve, quand tu te réveilles, t'es pas hyper à l'aise, quoi, parce que tu viens de vivre 60 piges de rêve. Et tu vois, ouais, Saito, à la fin, il se réveille, on voit qu'il est un peu dans le coltard, mais finalement, bon, au bout de 10 minutes, il passe l'appel pour libérer Cobb. Enfin, tu vois, il se souvient ouais, de tout comme si rien n'était. ouais. Et je me dis, bon, là, ils ont été un peu sympas sur ce coup-là. Ah oui, oui, non, mais ils ont voulu, voilà, ils ont voulu faire une belle fin. Bon, le film aurait duré 15 heures sinon. Mais ils ont voulu faire une belle fin. Comme on dit depuis le début, ça reste un film, hein. C'est un film, c'est pas la vie réelle. Dans la vie réelle, ça serait pas passé comme ça. Après, voilà. Il a été un peu tolérant, comme tu dis, envers certains personnages, un peu trop, parce que c'est en commettant un crime qu'il vit sa rédemption. Donc je suis pour sa rédemption, mais la rédemption en tant que criminel, c'est compliqué, hein. Voilà. En fait, il recommet le Euh, même crime, hein. En fait, il fait la même chose qu'avec Mel, hein. ah Il bah va, oui. heu, donc en fait, il se sauve d'une histoire, qu'il a été pas jugé, mais pour laquelle il est fautif en refaisant la même chose. D'accord, cette fois, ça se passe bien, il y a pas de problème. Mais ça aurait pu mal se passer aussi. Je voudrais qu'on parle vite fait du film d'animation Paprika de Satoshi Kon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un film d'animation qui est sorti 4 ans avant Inception et qui parle des rêves, qui a des thématiques liées aux rêves et à la réalité, à difficulté de discerner les deux. C'est un super film d'animation que je vous conseille. Et Inception reprend à la fois les thématiques, mais aussi certains plans très pas mot pour mot, mais bah, voilà, il y a des plans qui sont quasiment identiques. Alors déjà, est-ce que toi, tu as vu Paprika au préalable? Et même si Nolan, il a nié avoir vu le film, les ressemblances sont quand même assez frappantes. Je l'avais pas vu, j'ai regardé quelques scènes quand j'ai vu la trame, d'aujourd'hui, et comme la scène de l'ascenseur ou la scène du couloir, par exemple, que j'ai revu, et même la scène, il y a une scène avec des miroirs ou comme celle d'Ariane à Paris. Il y a des grosses ressemblances. Après, s'il dit qu'il a pas vu, bon, présomption d'innocence, comme je dis toujours, mais ça fait bizarre quand même qu'il y a certaines scènes vraiment. Après, c'est peut-être pas lui qui l'a vu, c'est peut-être un de ses collègues avec qui il a travaillé, et cetera, qui lui a qui lui a donné l'idée de cette scène, hein, et que lui, il pense qu'il a eu sans le vouloir, sans ça vienne d'autre part. Mais je sais pas, si moi je te donne l'idée, par exemple, ah, on pourrait faire ça ou ça, tu sais pas d'où j'ai mon idée. Mais Donc tu peut-être vois, c'est la scène, pareil. par exemple, c'est un très bon exemple, la scène du miroir d'Ariane sur le pont. Quand tu regardes le film, bah, en plus tu l'as revu là il y a pas longtemps, Ouais. euh, cette scène elle est pas très utile. Les deux miroirs ils servent pas à grand chose je trouve, à part avoir ce sentiment enfin voilà, de tout ce qui est le miroir de l'esprit, etc. La thématique autour du miroir, mais le fait qu'elle le casse avec le doigt pour être ensuite sur le pont, ça n'apporte pas grand chose entre guillemets.
Et donc, pour moi, ça fait d'autant plus bizarre, puisque dans Paprika, il y a quasiment la même chose. Je te dis, c'est pas possible que tu aies eu cette idée tout seul, comme ça, de nulle part. Ouais, c'est pour ça, Euh, c'est pour ça que j'ai envie de le croire s'il dit qu'il a pas vu le film, mais en tout cas, cette idée, elle vient de quelqu'un d'autour de lui qui l'a vu. Sinon, ce serait un hasard ce serait un hasard fou. Donc, je crois pas qu'il soit 100% honnête sur ça, mais bon. En tout Tel cas, tel je vous tel conseille réalisateur. Paprika. Tous les réalisateurs, à mon avis, ils chopent des idées à droite à gauche d'autres choses, hein. Les idées, ça ne vient pas non plus tomber du ciel. Bien Donc, sûr. Mais d'ailleurs, en fait, pour l'anecdote, Satoshi Kon, il avait fait Perfect Blue, qui est un thriller qui est d'ailleurs extrêmement bien et que je conseille aussi. Et Darren Aronofsky s'était fortement inspiré, voire même copié certains plans pour Requiem for a Dream, qui avait aussi créé un peu de scandale à l'époque. Et donc je me dis, Satoshi Kon, il sort toujours des films d'animation qu'ont des grands Américains copient pour leur blockbuster. Je peux comprendre qu'il y ait une certaine frustration derrière, puisque c'était pas la première fois. Mais voilà, c'était la petite après, parenthèse. Et donc, ça ferait pas de mal à l'avouer, quoi. Ça ferait pas mal d'avouer, oui, j'ai pris certaines scènes de là, ça lui rendrait hommage en plus. Donc, je trouve pas ça ferait tellement de mal de l'avouer que si c'est le cas, que de l'avouer, quoi. Je vois pas pourquoi chaque idée ne vient pas de nulle part. Donc, pourquoi ne pas avouer que ces idées, tu l'as eu dans un autre film, que tu as voulu les reproduire différemment, ça fait un petit hommage en plus. Tu pourrais tellement bien le tourner. Pourquoi le nier comme ça? C'est un peu bête. ou alors, comme tu dis, c'est vraiment juste de la coïncidence. Le, Ça serait fou. Mais oui, on sait jamais. Après, comme je dis toujours, hein, présomption d'innocence. Je sais pas, si moi j'écrirais un livre aujourd'hui, j'écrirais sur des histoires qui me sont arrivées ou qui ont un rapport avec des choses que j'ai vues ou que j'ai vécues ou que d'autres ont vécues. Donc c'est un peu pareil. Je vais chercher l'idée quelque part d'autre. Bien sûr. Voilà. Je l'ai revu, le film, donc évidemment pour le podcast, avec grand plaisir. Mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait eu beaucoup plus de scènes d'action pure que dans mon souvenir. Euh, et que maintenant, je trouve qu'avec le recul, ça n'apporte pas grand-chose sur le plan scénaristique. Est-ce que tu penses que c'est Nolan qui essaye d'aller vendre un peu plus au grand public américain en disant, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, ah regardez, j'ai Inception, j'ai un film d'action, et que si il avait fait un film que un peu trop réfléchi, dramatique, sur le rêve, etc., l'incompréhension, il aurait perdu une grande partie du public. Et d'avoir implémenté, on aime bien ce mot-là aujourd'hui, toutes ces scènes d'action, c'était pour le vendre. Alors, en fait, c'est de l'action. Moi, je l'avais pas, comme je disais, je l'avais déjà dit en off, je l'avais pas remarqué au début. Après, quand je me rappelle, quand je disais, quand j'allais au lycée, quand on a vu ce film pour la première fois, les gens, celui qui l'a amené, l'a vendu comme un film d'action. Moi, quand j'étais jeune, je trouvais pas qu'il y avait autant d'action. Bon, là, je l'ai revu il y a quelques semaines. Il y a plus d'action que je pensais, surtout l'histoire de la neige et tout ça, ou même l'histoire des combats, etc. Il y a pas mal d'action dedans, mais c'est pas ce qui me, en tout cas, moi, c'est pas ce qui me marque dans le film. J'imagine qu'il a dû le mettre pour mieux le vendre, je le crois. Ça doit être 100% la vérité. Mais c'est pas, en tout cas, moi, ce qui me marque dans le film, c'est pas ça du tout. Est-ce que tu penses que si ça avait été un peu plus encore deep ou philosophique ou avec des niveaux de complexité supérieurs, il aurait perdu plus de gens, ce serait devenu un peu trop pompeux, ou toi ça t'aurait pas dérangé? Moi, je crois pas que ça m'aurait dérangé. Après, sans le voir, impossible à le savoir. Ce que je dis toujours. C'est possible Hmm. que le film m'aurait moins marqué sans ces scènes d'action. Je suis quelqu'un qui adore les films d'action aussi. Mais moi, ce film m'a marqué par rapport à l'histoire, par rapport à ma propre histoire à moi aussi. Donc je pense pas que ça aurait changé grand-chose à ma perception. Mais il serait peut-être moins vendu. Il y a peut-être plein de gens qui adorent les films d'action plus que ça et qui l'auraient pas regardé, qui n'auraient pas aimé s'il n'y aurait pas eu autant de scènes d'action. C'est possible. Ouais, surtout je pense au public américain. Mais d'ailleurs ça fait ma transition, parce que bah, tu l'as vécu, moi je l'ai vécu, et je pense que la plupart des gens qui ont aimé Inception l'ont vécu. Il y a beaucoup de gens, et moi il y a une période de ma vie où j'aimais bien aller lire un peu les critiques, notamment sur Inception, donc beaucoup de gens qui ont détesté le film parce qu'ils en sortent et ils sont là, oh là là, j'ai rien compris, c'est compliqué. Ah, Est-ce mais que vraiment le film est si compliqué que ça, ou c'est juste que soit les gens sont pas assez concentrés, soit peut-être que juste ils sont pas très fut-fut. Qu'est-ce que c'est ton avis là-dessus? moi, j'ai envie de dire que c'est 80% des gens qui l'ont pas compris, hein. Parce que c'est un film. Après, beaucoup de gens, déjà, je vais séparer en plusieurs catégories. Tu as les gens qui regardent un film, qui n'ont pas envie de réfléchir, qui ont envie de voir
des armes, des tirs, de la comédie, et qui n'ont pas envie de réfléchir au sens d'un film. Moi, je cherche un sens à tous les films et séries que je regarde, je cherche un sens derrière. Moi, c'est automatique. Mais tu as des gens qui le regardent sans vouloir réfléchir. Donc là, dans ce cas-là, bon, c'est normal qu'ils ne les comprennent pas. Après, tu as sûrement des gens que, si tu pas vécu, en fait, si tu rien vécu de grave dans ta vie, si tu pas eu de mauvaise période ou autre, un film comme ça, c'est dur à comprendre. Parce que ça parle quand même, il y a quand même, comme je dis, des messages cachés de dépression, des messages sociaux, des messages de pensée de suicide, etc. Donc, tu as plein de messages derrière que si tu pas vécu de problème dans ta vie, si tu as eu, et je le souhaite à tout le monde, hein, une vie calme et paisible jusqu'à maintenant, tu auras beaucoup moins le sens de ce film qui va te parler que si tu as vécu un peu des conneries, quoi. Donc là, il y a une grosse différence sur ça aussi. Et après, tu as des gens, bien sûr, qui sont pas assez fut pour le comprendre. Après, je juge pas ces gens-là, mais tu as des gens où l'histoire est un peu trop compliquée, c'est clair. Pourtant, tu vois, bah, tu l'as revu, je l'ai revu. Moi, je trouve qu'il y a rien de spécialement compliqué. Tout est expliqué. À la limite, si tu veux vraiment aller peut-être sur certains détails, tu dis, ah ouais, mais alors là, comment ça se fait qu'il peut faire ça? Je veux bien entendre. Mais tu vois, sur les différents niveaux, les timings, les kicks et tout, je trouve que bah, Nolan, il s'est quand même donné pour rendre ça grand public et facilement compréhensible. Donc, j'ai un peu du mal à saisir le film est trop complexe. Ah, ça reste quand même un blockbuster d'action qui réfléchit un peu plus, mais il y a des films qui sont bien plus complexes. Après, il y a des gens qui le comprennent la 4e fois qu'ils le comprennent. Et la première fois que tu le regardes, t'es peut-être pas dans l'optique de. Je sais pas. Moi, j'ai du mal à le dire. Par contre, moi, depuis le début, j'ai adoré ce film par rapport à cette complexité, mais je trouve pas plus complexe que ça. Il est complexe, oui. Pour des gens, comme je disais, qui l'ont pas, qui n'ont peut-être pas vécu des choses ou qui n'ont peut-être pas. Je sais pas. J'ai du mal à expliquer. Je trouve que le film, quand t'as vécu des choses, quand t'arrives à te mettre dans le film, t'arrives à, comment dire, à te sentir proche des personnages parce que t'as un peu ce vécu et tout ça. Et toi, comme par exemple, tu regardes énormément de films, énormément de séries, donc t'as une certaine intelligence au niveau de la compréhension des films qui est normale. Peut-être des gens qui regardent un peu moins, qui regardent que des trucs un peu bêtes, entre parenthèses, ont plus de mal à comprendre. C'est peut-être pour ça que t'as du mal à te mettre dans cette peau-là, mais ça doit exister, sûrement. Et en plus, Nolan, il a fait quand même sûrement l'un des films les plus complexes que j'ai pu voir et que même le monde ait pu voir, c'est Tenet. Alors, je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai regardé la liste des films de Nolan ce matin, et je crois que j'ai vu 2 films de sa liste, hein. Alors qu'il y a plein de super films que je veux voir absolument. Interstellar, j'ai vu une partie, j'ai jamais réussi à le voir entier pour l'instant. T'as Dunkirk, qui est un super film apparemment, Oppenheimer, Tenet. Il y a Odyssey qui est sorti cette année ou qui va sortir. Je sais pas s'il est déjà sorti ici. Et ici, il est sorti il y a quelques Voilà. semaines. Il y a plein de films sont sur la liste de films que je veux voir, mais que j'ai pas encore regardé. Donc j'aurais du mal à parler de ces autres films parce que je les ai pas encore regardés, honnêtement. Écoute, moi, je te conseille d'aller voir Tenet. Et si tu comprends quelque chose, enfin, si tu comprends vraiment quelque chose, parce qu'on comprend l'idée, mais le film est d'une complexité, mais Inception à côté, c'est un jouet pour enfants de 5 ans. Et Tenet, c'est vraiment, enfin, ça va au-delà de la compréhension. C'est-à-dire que je pense que si tu fais pas d'analyse scène par scène, tu peux pas comprendre vraiment. Mais tu verras quand tu le verras, et je pense que ceux qui l'ont vu comprendront. C'est un film qui est extrêmement bien fait, mais d'une complexité que j'ai rarement vue. Je le regarderai. Il parle de quoi exactement? Dans quel style? C'est difficile à t'expliquer. Enfin, en fait, Tenet, tu sais, c'est un palindrome, donc c'est-à-dire que tu peux l'écrire dans tous les sens. Ça fait Tenet. Et en Ouais. gros, il y a un peu ce système de dire que dans Tenet, alors ça fait un petit bout de temps, mais tu peux faire quelque chose et après, la scène va se passer à l'envers. Donc, par exemple, si tu cours en arrière et qu'on remet dans le sens avant, tu vas courir en avant. Donc, tu vas devoir faire des trucs en arrière pour que quand ça repasse dans une timeline vers l'avant, tu vas courir en avant. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et en gros, Ah il y ouais, a tout ouais. un système comme ça où on voit des scènes qui sont censées en gros se passer en arrière ou en avant. Et tu dois supposer qu'est-ce que ça va faire quand ça va être en avant ou en arrière. En gros, ouais, ça comme ça, ça fait un petit bout de temps, donc je pourrais pas exprimer précisément comment ça se passe tout ça. Mais voilà, il y a des scènes que tu vois et en fait, elles sont censées être dans l'autre sens. Moi, je le regarderai. Je le C'est très regarderai. mal, Je c'est dirai ce très que j'ai stylé, pensé. mais Je me le ferai. Je dirais ce qu'on a pensé, mais je le ferai. Parce et je que te ça a l'air pas conseille mal. Memento quand même.
et pour moi un des meilleurs. Ok. Et oui, bah donc j'allais te demander ton avis sur les autres films, mais donc tu as répondu à la question. Non, Et ouais. l'Odyssée, est-ce que tu vas aller le voir? J'en ai entendu parler, je vais absolument le voir, mais comme je disais, tellement une liste énorme de films à voir en ce moment. Je suis quelqu'un qui est très fixé sur l'univers Marvel, j'imagine que tu connais. Et il y a tellement de films qui sont sortis ou qui sortent en ce moment que j'ai pas encore eu le temps de voir, que j'ai une liste de films à voir qui est énorme. Et j'ai Surtout pas le qu'a plus grand trou du priori, monde. là, pour suivre les nouvelles, le nouveau qui va sortir bientôt, il faut être pas mal à jour pour bien Oui, avoir. oui, non, ouais, c'est assez fou. Il y a tellement d'histoires. Après, il y a des mini-séries. Après, il y a, tu peux faire un épisode sur le monde Marvel à lui tout seul, qui durait 25 heures. C'est hallucinant. Et voilà. Ça fait que j'ai une liste longue de films à voir, à caler entre tous mes événements sportifs que je regarde, donc c'est pas toujours facile. Mais je la Bah, regarderai. pour moi, c'est bon pour Inception. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Oui. Euh, Puisque après, encore une fois, le monde des rêves, etc., c'est quand même très personnel et propre à chacun. Donc, Ce c'est que je difficile conseille aux gens, d'aller. c'est de le voir calmement, de le voir sans occupation externe, de le voir tranquillement dans son sofa, ta belle télé, dans le noir, avec des box, des beaux écoutes, j'arrive pas à trouver le nom, Bonnes Euh, enceintes. des bonnes enceintes, et de vraiment le regarder calmement, sans parler pendant 3 heures pendant le film, parce qu'il y en a plein qui le font, mais le regarder vraiment calmement et de se concentrer, et ce sera pas si dur à comprendre que ça. Et c'est une très belle histoire. Je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais la musique de Hans Zimmer qui est magnifique Ah, dans ce ouais, film. mais bah, après, Hans Zimmer, c'est mon compositeur, mais favori all time. Il y a tellement de chansons de plein de films. Je suis allé le voir 2 fois en concert déjà, des concerts sur sa musique. Exceptionnel. J'ai passé 2 heures, mais 2 à 3 heures de rêve, assis sur ma chaise à écouter les orchestres jouer ses chansons. Je l'ai pas vu lui-même encore. C'est à chaque fois les orchestres qui jouaient ses chansons. Et j'ai hâte de le voir une fois lui-même parce que c'est exceptionnel ce qu'il fait. Et il me transporte, même sans regarder le film, il me transporte. Donc, Après, à la limite, je pourrais trouver quelque chose un petit peu trop. Un petit défaut, entre guillemets. Tu sais, c'est d'avoir cette musique d'Edith Piaf avec Marion Cotillard dans le cast, qui donc a tourné et a gagné, je crois que c'est un Oscar pour La Môme oui. 3 ans plus Ouais. tôt. Ouais, je trouve que c'est un peu grossier comme, comme Ouais, clin d'œil, tu vois. Et, d'aller remettre ça, oui. Mais la musique, par contre, si tu enlèves Marion Cotillard, la musique, elle est super bien adaptée à ce moment-là. Mais effectivement, c'est le mélange Marion avec. Ouais. Après, ils sont allés chercher, il l'a fait pour ça. Et In Time, par exemple, In Time, c'est ma musique favorite de tous les films que j'ai regardés au monde. ah, mais In Time, elle est Time, magnifique. je peux entendre la voiture. Une mauvaise journée, je la mets à 300, que même les voisins de l'autre village l'entendent. Et je suis à fond dedans. J'adore ça. Et d'ailleurs, un peu comme Interstellar, avec, on a vu la discussion avec Valentin, mais Bon. malheureusement, c'est des musiques aussi qui, enfin, les musiques d'Inception et de Interstellar, c'est des musiques vraiment beaucoup utilisées, il me semble, sur TikTok, Instagram. Et je Mhm. pense qu'il y a aussi un petit ras-le-bol, enfin, malheureusement, un peu trop associé à des vidéos. Et donc, beaucoup de jeunes vont associer cette musique à TikTok, alors que regardez les films de Ah non, Nolan, mais quoi. ouais, c'est honteux. C'est honteux d'associer ça à TikTok parce que In Time, ça te transporte, quand tu l'entends avec l'orchestre dans la salle de concert, avec l'orchestre qui la joue, t'as les frissons, mais jusqu'au plafond. Les larmes qui viennent, ça transporte à un point. Et pourtant, j'ai jamais été musique classique, rien, hein. Mais j'ai été voir 2 concerts sur ça. J'ai du mal à avoir des concerts normaux maintenant parce que j'ai du mal avec la masse de gens amassés sur un point. Et quand je suis assis à écouter cet orchestre-là, bah, ça me transporte à un point. Je sors de là, je suis heureux. Ouais. Eh Hans Zimmer. bien, merci pour ce petit entretien sur Inception. Et je pense qu'on va directement enchaîner avec la série. Donc maintenant, parler de Friends. Et puis, comme tout à l'heure, Nico, explique-nous pourquoi. Alors, Friends est sûrement la première série que j'ai vue, série adulte, pas série pour enfants, que j'ai vue quand j'étais jeune. C'était la série préférée de mon père. Elle passait sur RTL 9 à l'époque, une chaîne belge qu'on avait au Luxembourg, parce que j'ai grandi au Luxembourg.
Et t'avais tes épisodes une fois par-ci, une fois par-là. T'avais pas comme maintenant où tu regardais une série sur Netflix tranquille, première saison jusqu'à la 10e saison. Donc tu avais un épisode par-ci, un épisode par-là, et j'adorais. J'adorais ces moments, j'adorais quand j'allais voir mon père. Quand mes parents sont séparés, j'étais une partie chez ma mère et une partie chez mon père. Et j'adorais voir cette série qui m'a beaucoup marqué, que j'ai trouvé drôle, que voilà, qui faisait rire à chaque fois, à des moments où t'en avais besoin. Et par la suite, pendant ces années-là, j'ai regardé d'un épisode à un épisode par-ci, un épisode par-là. Et mon beau-père a acheté le coffret plus tard. Quand ma mère était avec lui, il a acheté le coffret. Et là, on avait le coffret à la maison. Là, j'ai pu regarder la première fois du premier épisode jusqu'au dernier. Mais il y a des épisodes que je regardais 4 fois. Des épisodes, je les remettais, j'avais envie de revoir cet épisode-là, je regardais de nouveau celui-là, etc. Et c'est qu'en vieillissant que j'ai commencé à voir la série vraiment de A à Z. J'ai dû la regarder 17 fois entièrement déjà, dont 3-4 fois avec ma femme de maintenant qui la connaissait pas, donc je la regarde la première fois avec elle. Et en fait, on alterne souvent entre Friends pendant une période, après il y aura Big Bang Theory pendant une période et Modern Family pendant une autre. Et après, on recommence depuis le début, après on repart sur Friends, etc. Des séries qu'on regarde de temps en temps en mangeant ou qui font passer le temps, qui durent 20 minutes, assez courtes. Donc voilà. Après 17 fois, est-ce que tu t'en lasses un peu ou pas du tout? Moi, pas du tout. Pas du tout parce que c'est ma série préférée. C'est ma série préférée. C'est une série où je suis attaché aux personnages, attaché à aux histoires. Après, je la connais par cœur, hein. Je peux te réciter les textes sans problème. Pendant que je la regarde, je sais à l'avance ce qu'ils vont dire. C'est à ce point-là. Et moi, en bossant, par exemple, j'adore avoir une série en fond. J'adore avoir quelque chose en fond parce que j'aime pas le silence. Je supporte pas le silence. Donc, je mets souvent, par exemple, Friends ou même d'autres séries que je mets en fond où je regarde même pas les images, quoi. Mais en écoutant, je connais les images par cœur. J'ai les images dans ma tête, hein. Je pourrais la regarder avec le son sans voir les images que je saurais ce qui se passe. Tellement je la regardais. Donc je suppose que si tu arrives à tout écouter sans regarder, c'est que tu l'écoutes tout le temps en VF. Oui, exactement, oui. Est-ce que tu as déjà fait une session entière en VO? Non, non, pas du tout. J'ai regardé un ou deux épisodes, mais j'ai toujours du mal à m'adapter. J'ai du mal à voir les choses en anglais. Parfois, dans des films au cinéma, ça va, ça passe. Mais à la maison, je sais pas. J'ai toujours cette facilité à aller sur en VF, à repartir sur la version française. Après, ça fait longtemps que je me suis dit que je vais la regarder en anglais entièrement. Déjà pour améliorer mon anglais, deuxièmement parce que tout le monde me dit de la regarder en anglais, que c'est encore mieux. Donc je veux la faire à un moment ou à un autre, mais à chaque fois que je recommence, je me dis ah, pas cette fois. La prochaine. Allez, la prochaine. Mais je Et le ferai. Je suis jeune encore, j'ai le temps. oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi, il faut savoir que donc à la base, même quand on a fait le kiff ensemble sur les séries, j'ai dit que je n'aimais pas Friends, que c'était quelque chose que j'avais pas commencé jeune et que je pensais qu'il y avait un effet de nostalgie pas mal qui donnait ce sentiment aux gens d'aimer Friends. Mais pour le podcast, je me suis dit, reste pas sur des idées préconçues. J'avais regardé que quelques épisodes par-ci par-là en VF parce que ma femme, elle adore. Et donc, j'avais suivi un peu de loin. Ça m'a pas fait rire. Et je me suis dit, bah quand même, on va se lancer la saison 1, on va faire épisode par épisode, on va voir comment ça grandit. Et effectivement, l'épisode 1 en VF, j'ai pas du tout aimé. Vraiment, ça me met mal à l'aise la VF. Mais bon, c'est parce que de base, je regarde rien en VF, j'aime pas trop. Et je suis passé en VO. Et là, franchement, j'aime bien. Donc, je ne dirais plus que je n'aime pas Friends. Je dirais quand j'aurai tout regardé, parce que je vais tout regarder, c'est sûr. J'aime bien Friends, j'aime bien la VO. Les faux rires qui d'habitude me dérangent énormément, j'arrive à pas les entendre, étonnamment. Et il y a quand même une différenciation, bah, tu verras quand tu écouteras, et j'espère que tu m'enverras un petit message. Quand tu passes en VO, là, c'est pas du tout la même. Enfin, les prises audio sont complètement différentes. On Mais je te dirai au entend. moment où je la regardais, je te tiendrai au courant. J'imagine qu'il y a des blagues qui ont été changées. Tu m'en parlais tout à l'heure en off aussi. Il y a des blagues qui ont été changées d'anglais à français déjà, donc c'est compliqué. Mais oui. En fait, c'est même pas l'histoire et tout ça, c'est les voix qui me dérangent. J'ai tellement pris l'habitude de regarder en français que la voix de Rachel en anglais, elle me saoule. La voix de Joey en anglais, elle me saoule. Et les gens ont la même chose quand ils regardent en anglais et quand ils regardent un épisode en français. C'est pareil, hein. Ils ont le même problème. Mais je sais pas, j'ai cette facilité avec le français que. Mais bon, comme je disais, je le ferai. Et bah, justement, en tant que fan de Friends, comment t'as vécu le changement de doubleur pour Rachel, Joe et Chandler pour les deux dernières saisons? C'est chiant. Moi, honnêtement, je m'en rends moins compte. Mais comme ma femme qui s'en rend tout le temps compte des changements de voix, dès qu'elle m'a dit que la voix avait changé, j'ai fait une fixette dessus, c'était un peu chiant. Mais après, j'ai pris l'habitude dans les 10 saisons de voir les personnages changer énormément. Chandler, tu vois que d'une saison à l'autre, c'est plus le même.
il sort de sa maladie et tout ça, il maigrit tellement d'un coup, il regrossit. Tu vois vraiment, à travers la série, tu vois la merde qu'il a vécue dans sa vie, quoi. Parce que tu vois ces différences. C'est sûr où tu vois le plus la différence de personnes, où tu vois le plus différence de ressemblance, etc. Et donc Mais finalement, sur la voix, c'est pas non plus quelque chose qui t'a marqué au point où tu t'es dit, moi, ah là, non, ça m'emmerde. je l'aurais même pas remarqué si ma femme ne l'aurait pas dit. Ok. Et c'est dans plein de séries, c'est pareil. Dans plein de séries, c'est pareil. Donc, je fais pas hyper attention au son de la voix, on va dire, parce que moi, ça me choque pas en tout cas. Ok. On va forcément poser la question qu'on demande à n'importe quel fan de Friends. Ton perso préféré? Chandler. Chandler, parce Ouais. que le T'entends tout le sarcasme pour temps se défendre. Chandler. Ah oui, Tout mais le monde me dit Chandler à chaque fois. moi, le sarcasme de défense, c'est ma spécialité. Donc, je me suis vite fait adapter à ça, on va dire. Et ben Après, tu vois, il y a plein de personnages que j'aime, hein. C'est chaque personnage a ses propres trucs, mais l'histoire de Chandler Monica, c'est mon histoire d'amour préférée dans les séries. L'amitié de Joey et Chandler, ça doit être mon amitié préférée dans les séries, donc il y a plein de choses qui reviennent à lui, quoi. c'est vrai que en fait, j'ai beaucoup entendu Chandler toute ma vie pour les fans de Friends. Et en tout cas pour la saison 1, donc je suis encore loin de l'histoire Monica Chandler. euh, potentiellement un des persos que j'aime le moins. Et je vais dire pourquoi. C'est un perso qui est très intéressant, mais tu sais, pour l'instant, on ne s'en sert que comme un comique, un peu comme tu dis, sarcastique. Ouais. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui est dit, on s'attend. Il y a toujours le même timing de punchline, avec le même type de blague, pour Chandler en tout cas au début. Et donc, je suis plus en mode, bah oui, ok, c'est la blague un peu Et c'est piquante de Chandler, et ça se répète un peu souvent. Et tu dis, bah en fait, pour l'instant, ils l'ont pas assez développé pour qu'il soit assez intéressant. Ça va prendre du temps, mais ça va changer avec le temps. Avec le temps, il commence à... Parce qu'au début, il est vraiment utilisé comme le comique de service, hein. Et dans Exactement. plein d'épisodes, c'est comme ça. Mais avec le temps, tu vas apprendre à découvrir son histoire, à découvrir un peu le pourquoi, un peu son mécanisme. Il va même l'avouer et tout ça. Donc, il y aura plein de choses sur lui que tu vas découvrir par la suite. Mais en tout cas, oui, il est utilisé pour ça. Et c'est ce qui me plaît chez lui, c'est cette façon de pas montrer ses sentiments et de se défendre grâce à ça. Et de s'ouvrir de la série. C'est un personnage avec un développement énorme de cette série et j'adore ça. C'est ce Je qu'ils ont un peu vais, mal fait avec Joey, je trouve. Joey, il est resté pratiquement pareil du début à la fin. C'est ça qui est un peu bête. Ils auraient pu un peu plus approfondir son personnage aussi que ce qu'ils ont fait. C'est le point qui me dérange un peu de cette série. et donc, est-ce que ça veut dire que si demain tu rentrais dans ce groupe d'amis, tu serais forcément le plus proche de Chandler ou pas forcément? C'est peut-être pas parce que j'aurais le même caractère que lui, donc je me rapprochais peut-être un peu plus des gens où tu te dis qu'ils ont besoin d'aide. Parce que je suis quelqu'un qui aime toujours. Je veux toujours aider tout le monde. Je veux toujours. J'aime pas voir les gens tristes. Je me rapprocherais peut-être un peu plus d'un personnage comme Joey ou Rachel, où il y a plus de. Ou Monica, même, ouais, plus de vécu, on va dire. Plus de Et potentiel à aider, on va dire, que Chandler. Chandler, il a le même caractère que moi dans ce cas-là, donc c'est. Ouais. oui, vous seriez un peu en compétition. Ouais, on va dire. Ouais, en compète où je m'entendrais bien avec lui, mais ce serait peut-être pas sûr où je passerais le plus de temps parce que je ferais les mêmes blagues tout le temps, donc c'est un peu bête. Non, mais oui, ça serait plus vers d'autres personnages que je serais attiré dans ce cas-là. Et la personne qui t'insupporterait le plus sur la durée? Phoebe, Oh de loin, non! de loin. C'est vrai que dis-nous. Son trait, en fait, m'insupporte après, c'est à un point minime parce que Oui. j'adore les six, hein. Mais sur les six, en tout cas, c'est elle parce qu'elle, parfois, ils vont un peu loin avec ça. Après, c'est peut-être en français, hein. Il faut que je l'écoute en anglais parce que tout le monde me dit qu'en anglais, c'est un peu différent. Mais elle fait très, très, très bébête en français, hein. Elle dit des choses illogiques, des phrases qui n'ont aucun sens. Comme tu disais, de Rachel, la première saison de tout à l'heure, tu disais que Rachel avait des phrases en français qui n'ont pas de sens. Phoebe, pour moi, c'est pendant 10 saisons et ça arrive souvent. Et c'est peut-être pas que c'est en français. Mais Ah bah je suis très curieux de voir parce que tu vois effectivement elle a ce côté un petit peu loufoque où ouais. elle part dans des délires, tu sens elle est un petit peu à contre-courant, mais tu vois pour l'instant moi c'est le perso que je préfère étonnamment parce C'est fou que ça. Ok. mais oui mais parce que justement elle amène un côté après c'est peut-être parce qu'encore une fois moi j'ai vu beaucoup de séries beaucoup de sitcoms dans ma vie et donc j'aime bien les choses un petit peu entre guillemets à contre-courant. Je dis pas que Phoebe est à contre-courant, mais elle a des timings de phrases qui me font plus rire parce que je me dis mais attends mais d'où ça sort cette phrase?
Pourquoi elle sort de nulle part et elle dit un truc comme ça me fait plus rire. Et même, je vais même aller, je vais dire à quelque chose qui peut-être je regretterai avec les saisons prochaines, mais pour l'instant, même si j'aime pas trop comment ils l'ont écrit, je trouve ça dommage, mais Ross me fait un peu rire me fait rire parce que il l'amène dans des phases où on s'attend pas à lui. Tu vois, pour l'instant, il est très gnangnan, un peu jaloux, un peu ah ma femme, mon ex-femme, oh Rachel. Et quand il l'amène sur un comique un peu enfin sur son physique ou sa mère d'amener les blagues, c'est tellement à contre-courant de ce qu'on peut le voir que ça me fait plus rire. Tu vois, que Oui. Chandler où finalement, comme on disait, c'est le comique à chaque fois. Et bah oui, bah j'attends à une blague, donc bon bah ok, la blague elle arrive et voilà, tu vois. Après, les 6 sont marrants dans leur propre version, sont très marrants. Ils sont tous les trois un côté comique. Ross, pareil qu'avec Phoebe, j'aime beaucoup, mais je trouve que son côté gnangnan jaloux, il le faut pendant 10 saisons, quoi. Au bout d'un Ouais, ouais. moment, on peut quand même essayer de calmer ça un peu. Après, c'est son personnage, hein. C'est comme Monica avec Maniaque du ménage, ou comme Chandler avec ses blagues, ou Joey un peu avec ses conneries. Et parfois, Ross, ils auraient pu un peu le changer un peu sur ça. Mais après, c'est une série qui est vieille, hein. À l'époque, tu fais la même série maintenant, ça passerait pas pareil. De toute façon, il y aurait pas les mêmes blagues, déjà, il y aurait pas le même humour, parce qu'il y a de l'humour sur des choses un peu qui aujourd'hui ne seraient plus montrables à la télé. Mais ouais. Après, j'aime bien les 6 personnages, hein. Phoebe a son style, Ross a son style. Mais Phoebe, ouais. C'est... C'est intéressant ce que Ça, tu dis. ça se développe beaucoup. Tu penses que il y avait une côté un peu subversif ou c'est juste que c'est l'humour d'une époque et que c'était ok à cette époque mais que maintenant vraiment il y a beaucoup de choses en fait que tu trouves qui seraient limites maintenant. Ah oui, mais largement. Mais après, à l'époque, le pire, c'est que le réalisateur en a parlé, et même eux, on en parlait dans la réunion. Dans la réunion, c'est la série Réunion qu'ils ont fait sur Friends, où ils sont tous revus. Le problème d'humour de l'époque, c'était à la base aussi pour montrer aux gens qu'on ne peut pas faire l'humour avec tout, que certaines choses sont blessantes ou autres. C'est aussi pour apprendre un peu aux gens. Mais quand tu la regardes aujourd'hui, l'humour sur le poids, déjà, sur le poids de Monica à l'époque, ça revient tout le temps. Aujourd'hui, je pense pas que ça passerait aussi bien. L'humour sur quoi? Sur la diversité, sur plein de choses différentes. Pas même sur l'homosexualité, il y a souvent de montrer que Oui, voilà, exactement. Ça passerait une peut-être moins sorte maintenant. de Et tu avais moins de clichés que maintenant. Maintenant, dans toutes les séries, tu dois avoir un homosexuel, tu dois avoir un noir, tu dois avoir un blanc, tu dois avoir un asiate, tu dois avoir tout. Et tu n'avais pas ça à l'époque, hein. Donc, ouais. Je trouve ça, je trouve que je trouve ça bien qu'à l'époque, on pouvait pas faire un peu d'humour, un peu sur tout, sans que ça soit méchant et sans que les personnages le prennent méchamment ou le disent méchamment ou que ça se fait pour blesser les gens, quoi. C'est juste que tu peux rire de tout. Et moi, je suis moi, je suis d'avis qu'on peut rire de tout, sur moi-même, sur les autres, sur tout, je peux rire de tout. Mais quand tu sais rire sur les autres, tu dois savoir rire sur toi-même aussi. Et dans la série, ils le font. Ils se moquent d'eux-mêmes, mais ils se moquent des autres aussi. Et ça, c'est important. Je trouve que c'est un message qui est très important. C'est quand tu veux te moquer des gens, il faut être capable de te moquer de toi-même aussi et de que les gens se moquent de toi aussi. mais tu vois, c'est marrant parce que Friends, bah, ça a quand même marqué et bercé toute cette génération, je dirais, de trentenaires et plus. Et Ouais. comme quoi, malgré, on va dire, voilà, certaines blagues un peu limites, en tout cas maintenant, euh, j'ai pas l'impression que ça choque. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Et bon, alors, je l'ai pas encore vu, évidemment, mais est-ce que dans l'épisode de Réunion, ils ont gardé cet humour-là? Ah oui, oui, largement. Ils ont gagné ce humour-là. Après, c'est un épisode qui a été fait très nostalgique, on va dire. Parce que tu vois qu'ils ont vieilli, tu vois plein de choses. C'est plus nostalgique d'humour, cet épisode-là, ou cette émission-là. Mais ils ont gardé le même style, ils se moquent d'eux-mêmes, ils se foutent de leur gueule, ils se moquent de leur talent d'acteur, ils se moquent de plein de choses. Ils sont restés un peu dans ça. Mais je suis sûr que cette série serait retournée aujourd'hui différemment, parce qu'ils ont parlé à un moment de retour de cette série. Bon, ça m'aurait horrifié, mais ils ont parlé. Ça serait pas pareil. Tu pourrais pas faire les mêmes choses. Et tu vois, dans les sitcoms qui sont venus plus tard, comme Modern Family par exemple, t'as pas le même humour. T'as des humours aussi, qui est superbe comme série, j'adore. Mais t'as pas le même humour non plus. Ils se moquent pas des mêmes choses non plus. Ils se moquent Ah oui, d'autres thèmes totalement, totalement. plus sociaux par rapport à maintenant. Si tu devais choisir ton arc préféré et celui que tu aimes le moins, En arc, qu'est-ce que tu veux dire par arc? tu sais, comment expliquer un arc? Un ensemble, enfin, un ensemble, par exemple, l'arc Chandler et Ross Chandler, pardon, Chandler et Monica
qui se cachent quand ils sont en couple. Tu vois, il y a Ok. toute une partie où, je sais pas, là, tu me mets un peu devant le Non, devant non, oui, oui, l'accident où non. je dois expliquer le mot arc. Enfin, pas la saison, mais tu sais, un ensemble d'une histoire qui va de A à Ok. Z, et après on change un peu de sujet, et voilà. Alors, arc que j'ai pas dit, tu m'as favori, ceux que j'ai pas aimé, c'est ça que tu m'as demandé. Ouais, si t'en as un favori, si t'en as un que t'as pas aimé. Après, il y en a que j'ai pas aimé, mais je vais te spoiler sur ça par contre. Ah, mais c'est pas grave, on m'a déjà spoilé plein de choses, donc tu peux y C'est aller. une histoire que j'ai pas aimée, c'est l'histoire de Joe et Rachel. Qui m'a insupporté parce que c'est tellement incompatible. Et je trouve qu'ils en ont fait des caisses sur cette histoire d'amour entre les deux. Et qui a duré beaucoup trop. Elle n'a pas duré longtemps dans le temps, mais l'histoire a duré longtemps. Et ouais, en fait, je trouve ça gênant. Je trouve cette histoire-là gênant. C'est peut-être parce que je connais, parce que voilà, j'adore l'histoire Ross Rachel, tout ça. Mais j'ai trouvé ça gênant, la manière dont ils ont amené l'histoire, la manière dont ça s'est passé, etc. Et celle que j'ai le plus aimée, c'est sûrement Rachel, c'est sûrement Monica Chandler parce que cette histoire, elle est en fait, au début, tu le vois pas, tu peux pas te douter que ça va arriver. Mais quand ça arrivera et que tu regardes une ancienne saison, il y a des moments où tu dis: «Ah oui, en fait, il y avait des petites choses quand même». Il y avait des petites choses qui t'amenaient à ça, des petits gestes, des petites trames qui t'amèneront à ça et tu te dis qu'en fait, c'était prévu depuis le début et tu le voyais pas venir, quoi. Donc cette histoire Monica Chandler m'a beaucoup plu. On va en parler un petit peu parce que ouais, moi j'ai échangé avec un ami qui est fan de Friends aussi, et qui m'a dit que à partir du moment où il y avait ce début d'histoire entre Monica et Chandler, on en avait un peu plus rien à foutre de toute la relation Rachel-Ross, parce que bah déjà c'était un petit peu toujours la même chose, et que Oui. ça venait complètement effacé, et que franchement en fait finalement ça devenait le couple intéressant de la série. Exactement, et je trouve que c'est bien qu'ils ont fait ça parce que l'histoire Rachel Ross commençait un peu par sortir par les oreilles et ce qu'ils ont bien fait, c'est qu'ils ramènent le couple Rachel Ross à un moment intéressant, un moment où il y a une plus-value. Alors qu'en fait, c'était devenu une histoire sans plus-value, quoi. C'était surtout une moins-value pour la série parce que c'était répétitif, c'était les mêmes erreurs, les mêmes trucs, ça revenait un peu beaucoup. Et l'histoire de Monica Chandler a fait qu'on voit un couple différent, un couple qui se base différemment, qui est beaucoup plus sain, etc. Et ça fait que Rachel et Ross, au moment des retrouvailles, ça sera plus sain aussi. Et c'est pour ça que c'est une plus-value, que ça a aidé en fait à réhabiliter le couple Rachel Ross à la fin. Je Mais trouve en tout cas. il y a le producteur qui avait révélé que, à la base, Ross et Rachel, ils auraient dû être ensemble dès le début. Enfin, ils auraient dû rester ensemble même dès le début. Ouais. Mais que, en fait, les scénaristes, ils ont trouvé ça un peu trop plat. Trop Et gnangnan, ouais. que, bah, ouais, bah, sur 10 saisons, c'était le même couple. Et donc, après, donc, ils ont une rupture en saison 3, notamment, il me semble. Oui. Euh, Est-ce que tu penses que ça a un peu sauvé la série? Ou justement, le fait que ça fasse des allers-retours, des rebonds, un peu tout le temps, on se lasse de ça, et qu'à la limite, t'aurais peut-être préféré, bon, évidemment on peut pas refaire la série, mais t'aurais peut-être préféré que ça soit un couple dès le début et que ce soit bah, de l'humour autour de ça. Dès le début, non. Ce qu'ils ont super bien fait avec l'histoire Rachel et Ross, c'est que ça a pris du temps à se former. Ça a pris 2 à 3 saisons, donc 2 saisons en tout cas. Je sais pas s'ils sont déjà ensemble à la fin de la première. Je suis pas sûr. Non. Mais voilà, ça met tellement de temps à se former que c'est super. T'as cette attirance, tu vois, tu attends ce moment-là, tu te dis au moment où ça arrive enfin. Mais après, je trouve qu'ils ont cassé le couple assez rapidement. Pas assez rapidement, mais ils ont bien fait de casser le couple à un moment parce que ça aurait été trop redondant, ça aurait été trop gnangnan, comme je disais. Et il fallait après vraiment avoir des moments plus compliqués. Mais ils en ont fait des caisses. Ils en ont fait trop de caisses, je trouve, dessus. Cette rupture, dispute a duré des épisodes, des épisodes, des épisodes. Et ils en ont fait trop de caisses dessus. Et après, à chaque fois qu'il y avait une relation qui revenait, en fait, avec d'autres personnages, entre eux et d'autres personnages, le fait qu'ils ramènent leur histoire, je trouvais ça bien. Parce que je trouve que ça a amené à chaque fois, tu te dis, bon, c'est pas la bonne, on sait que ce sera Rachel la bonne. Et il y a un moment, par contre, il faut stopper ça. Il y a un moment où tu les remets ensemble et après, c'est bon. Et ils en ont fait des caisses. À chaque relation, ça cassait à cause d'un des deux. Et ils en ont fait trop de caisses dessus, je trouve. Ça a duré trop longtemps, cette histoire de va-et-vient. C'est bien qu'ils l'ont Et coupé, mais le va-et-vient était trop long même après. Même après avoir coupé, c'était trop long. c'est marrant parce que au début de la saison 1, il y a l'épisode où il y a de la laverie, où Rachel embrasse Ross. Ouais. Et derrière, on en fait comme si rien n'était, on n'en reparle Et plus. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même, bah, J'ai c'est pas j'ai quelque jamais chose compris. que. Je n'ai jamais compris parce qu'ils en ont plus reparlé. Mais ça va être long avant qu'ils en reparlent, hein. J'ai pas compris pourquoi.
Ils ont passé cette scène, on va dire, au mi-silence. Et après, plus tard, il y a un moment où Ross va avouer à Rachel qu'il a pas osé le faire jusqu'à là, qu'il a pas osé s'approcher d'elle jusqu'à là. Il y a eu cette histoire du bisou quand même. Comment on peut dire qu'ils ne sont pas approchés s'il y a eu cette histoire du bisou? C'est pas rien. Je C'est pense ça qu'ils ont qui fait ce bisou et que derrière les scénaristes se sont dit oh là, attends, parce que si on s'engage là-dedans, on est au bout. Je sais pas, je pense que c'est genre épisode 5-6, enfin, oui, c'est assez tôt. oui, c'est assez tôt, Et oui. ils se sont peut-être dit ouais, dans quoi on se met là? Et c'est un peu mal fait ce moment-là parce qu'au moment où ils reviendront, ils viendront ensemble ça plus tard, on fait comme si jamais rien eu entre eux, que depuis le lycée qu'il était amoureux d'elle et blabla, mais qu'il n'y a jamais rien eu. Mais il y a eu quand même des choses, quoi. C'est un peu tourné au silence cette histoire. Mais bon, après, chaque série a ses défauts, hein. Bien sûr. Il y a le débat, alors a priori c'est un débat de dingue entre les fans de Friends, pardon. Est-ce que Ross et Rachel étaient en pause quand il a couché avec une autre? Alors, c'est un débat qu'on a à la maison souvent parce qu'on est tellement pas d'accord avec ma femme sur ça. Alors moi, je suis largement d'avis qu'ils étaient en pause, donc je me fais engueuler par derrière, tu vois? Je me fais déjà engueuler par derrière. Pour moi, ils étaient en pause, donc c'est pas illégitime ce qu'il fait, puisque c'est elle qui a quand même décidé d'arrêter pendant un moment. Chacun de son côté. Après, il n'était pas obligé de coucher avec quelqu'un pendant une pause, hein, mais ils étaient quand même séparés à ce moment-là, donc je suis plus côté Ross que côté Rachel. Après, David Schwimmer, je sais pas comment on dit, donc l'acteur qui joue Ross, lui-même a tranché en interview. Il a dit que c'était même pas une question, qu'ils étaient en pause. Donc finalement, est-ce que si même Ross le dit, l'acteur, c'est que c'est assumé. Est-ce qu'il y a vraiment débat? Quels sont les points de contestation du parti d'en face? Bah, en fait, pour moi, c'est une histoire de tromperie. Et comme les histoires de tromperie c'est tellement dans la société de nos jours que voilà, ça fait que tous ceux qui sont, je vais pas dire pour la tromperie, mais beaucoup de gens qui trouvent ça pas grave seront du côté de Ross, ce qui n'est pas mon cas par contre. Là, je suis complètement contre la tromperie, mais voilà. Et les autres se mettront du côté de Rachel pour dire que voilà, même Ross a trompé Rachel dans ce sens-là. C'est un débat, c'est socialisé, on va dire, parce que ça concerne beaucoup de monde. Mais pour moi, dans la série même, après, chacun pense ce qu'il veut, mais dans la série même, pour moi, tu vois bien le cut à ce moment-là. Il y a eu l'histoire avec Marc, il y a eu l'histoire, je sais pas, il y a une histoire où elle a Marc chez lui aussi, où elle fait rien avec lui, mais Marc est chez elle aussi en train de lui servir à manger. Bon, voilà quoi, on peut penser ce qu'on veut, mais pour moi, il y a des histoires des deux côtés. Oui, donc il y a quand même toujours débat, même chez toi, sur cette Ah, relation. mais à chaque fois qu'on la regarde, il y a ce débat-là. Et on sera jamais d'accord sur ça, hein, c'est sûr. Si tu devais choisir entre avoir la vie de Chandler ou la vie de Joey. Oh là là, c'est dur. Oh, ce que c'est dur. Je dirais Chandler parce que j'adore la vie de Joey, que je vais vivre et tout ça. Mais le manque le manque de sentiments, le manque de profondeur, je trouve ça un peu dur. Et moi, je suis quelqu'un qui aime vivre tout à fond. J'adore vivre les choses à moitié. Je suis un très, très grand sentimental, donc ce serait plutôt Chandler que Joey. Et justement, tu disais qu'il n'y avait pas vraiment d'évolution sur la profondeur de Joey et qu'au sein de la Non, série, c'était ça en malheureux. manque. Ça en manque parce qu'à la fin, tout le monde est en couple sauf lui et Phoebe. Et Joey, c'est quelques couples qu'il a eu. Il y a quand même des histoires intéressantes. Il y a une histoire avec Charlie qui est très intéressante, bon, où tu vois que ça marche pas et voilà. Mais ça manque en fait de quelqu'un qui va le faire changer, quoi. On attend le moment de vie qui vient d'une fille qui le changera. Et ça n'arrive pas, malheureusement. Et je trouve ça un peu, voilà. Ça sera un peu le mec qu'on emporte en vacances, le pote d'à côté. euh, Tu verras plus tard dans l'épisode où tu as Monica et Rachel qui achèteront, Monica et Chandler, pardon, qui achèteront une maison. Il y aura une chambre pour Joey, quoi. Tu sais, c'est un peu le pote que t'emmènes alors que C'est un peu il a, triste. il a pas sa propre vie, on va dire. Et ça, c'est un peu bête. C'est un peu mal fait, je trouve. Ça manque un peu. Ils auraient pu lui offrir une meilleure fin. Autant Phoebe a sa propre fin. Ah bah non, Phoebe n'est pas seule à la fin, je raconte n'importe quoi en fait, hein. Phoebe n'est pas seule du tout. Il y a que Joey qui est seul en fait à la fin. Et c'est un peu dommage. Et Ils auraient un pu peu lui dans le faire même quelque état d'esprit, est-ce que entre le toi de 15 ans, ou enfin même le toi adolescent et le toi de maintenant, il y a des évolutions sur comment tu perçois et que tu apprécies les personnages qui se sont faits? Oui, surtout sur tout ce qui est l'histoire de Monica et Chandler. Je l'appréciais peut-être pas autant quand j'étais plus jeune. Je comprenais peut-être pas autant
aux histoires de sentiments et tout ça qu'à maintenant. Et maintenant, j'arrive plus à voir la profondeur des personnages, en fait, à voir à quel point, en fait, les traumatismes sont restés, que Chandler, il est pas comme ça pour rien, que Monica a ses propres traumatismes avec ses parents et tout ça. Tu, J'arrive plus à interpréter, en fait, les différences, l'évolution des personnages que quand j'étais plus jeune, bien sûr. Ce qui est logique. Quand j'étais plus jeune, je voyais plus ça comme un truc comédie, comme une comédie où je rigolais, où je peux regarder un épisode, l'épisode 3 maintenant et l'épisode 27 demain, et pas regarder entre les deux. Maintenant, j'ai besoin de voir la série entière, quoi. J'aime pas le sans contexte, j'aime plus. Avant, j'adorais le sans contexte, maintenant, j'aime plus ça, donc j'ai besoin d'un contexte. On va parler un peu plus de Matthew Perry, l'acteur qui joue Chandler. Tu l'as un peu évoqué au début sur ses pertes de poids, etc. Alors, je remets un petit peu dans le contexte pour les auditeurs. Donc, après la saison 2, il a eu un gros accident de jet ski qui lui a valu une prescription de Vicodin et qui va le rendre complètement addict puisqu'il prenait jusqu'à 55 comprimés par jour et que son poids vacillait entre 58 et 102 kilos selon les phases parce qu'il avait aussi un problème d'alcool depuis qu'il était adolescent et avant Friends. Ouais. Il a admis qu'il avait pratiquement aucun souvenir des tournages des saisons 3 à 6, tellement il était sous emprise, et que la seule saison où il est sobre, c'est-à-dire la saison 9, il sera nommé aux Emmy. Comment toi, déjà, je pense que tu as dû être très attristé par ce qui s'est passé, mais une fois que tu as su comment sa vie était, quand il est décédé, on a un peu plus appris tout ça, quand tu revois la série, comment ça t'affecte et comment tu revois Chandler a posteriori? C'est un des décès d'acteurs ou de personnes connues qui m'a le plus touché. Avec Kobe Bryant en basket, c'est pareil. Et Matthew Perry, ça m'a touché parce que c'était une sorte d'idole, on va dire, sur scène. Sa vie privée, je la connaissais pas quand j'étais plus jeune, donc je pouvais pas juger. Voilà, je savais pas les problèmes qu'il avait, je l'ai su plus tard, etc. Mais c'était mon idole parce que c'était le personnage qui a aidé à me construire au niveau du sarcasme, au niveau de l'humour, au niveau du mécanisme de défense. Je me suis beaucoup construit sur lui. Donc ça m'a hyper attristé au moment de son décès. Après, je connaissais un peu ses problèmes, je suivais pas mal, donc je connaissais un peu ses problèmes qu'il avait, ses problèmes de drogue, d'alcool, de médicaments. La saison 9, c'est sa meilleure saison. Donc, c'est la seule saison où il est sobre, c'est sa meilleure saison, de loin. Parce que il avait tout, tu voyais en fait tout le potentiel d'acteur qu'il avait. J'ai regardé d'autres films avec lui, Seventeen Again, je sais pas si tu connais, un film avec Zac Efron et lui. C'est un super acteur. Et malheureusement, on n'a pas toujours eu la chance de le voir, ce super acteur, puisque il a eu tellement de problèmes, il est tellement tombé dans des trous, il n'arrivait pas à en sortir, ou les gens essaient de l'aider. Et voilà, on parle d'addiction, une addiction, c'est dur, hein. Quand tu es addict, 55 comprimés par jour, qu'il soit encore vivant à ce moment-là, c'est fou déjà. Il y en a qui meurent pour moins que ça. Ah oui, puis même, enfin moi je trouve ça dingue qu'ils se souviennent quasiment pas du tournage des 3 saisons, et même en étant entourés, parce que je pense que quand même ils étaient quand même pas mal amis dans la vraie vie. Ouais. Ah Ça oui, doit oui. être quelque Ils chose de étaient très amis, dingue. même. Ils étaient très amis, ils l'ont dit, hein. Ils l'ont vu. Je crois que c'est Courtney Cox qui le dit, c'est le personnage de Monica qui le dit. Ils l'ont vu mourir à petit feu. Et c'est hyper compliqué pour son entourage. Il n'a pas voulu se laisser aider, il n'a pas voulu d'aide, il s'est enfermé, il s'est renfermé, comme dans la série aussi un peu. On le voit à certains moments de la série. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès de la série ou pas, s'ils étaient au courant de ses problèmes, etc. Mais il y a des scènes dans la série qui font penser à ça, qu'en fait, il laisse pas les sentiments, il laisse pas les gens l'aider, il laisse pas. Il y a des épisodes où il s'empêche de pleurer ou autre. C'est très révélateur sur sa personne à lui, parce il en avait des milliers de problèmes et aucune chance de l'aider. Il a pas su demander de l'aide à un bon moment et il s'est coulé lui-même. Et pourtant, de son 3 à 6, il a un super rôle, il fait des super épisodes et tout ça. Mais comment ça aurait été s'il aurait été sobre, s'il aurait été en bonne santé? Ça aurait pu être encore mieux, malheureusement. On ne le saura jamais, malheureusement. Non, ça c'est clair. Mais après, c'est dommage que quelqu'un qui a tout comme lui, qui a eu une super série, qui a une super histoire, qui avait des amis, c'est du gâchis et c'est tellement dommage et c'est tellement. Ouais. En tout cas, son décès m'a beaucoup marqué. Après, c'est vrai que les États-Unis, ils ont eu des énormes problèmes d'addiction, notamment aux médicaments. Oui, Là, on oui, parle bien du sûr. Vicodin, mais il y a eu je sais plus le nom. Ils ont des énormes problèmes de ça et finalement, il en tombe, je pense, malgré lui. Et une fois que t'es dedans, t'arrives plus à en sortir. Après, l'histoire de son décès est très loufoque aussi. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé.
C'est Et voilà. J'essaie de jamais trop y penser parce que quand je regarde la série, ça, bien sûr, je suis très nostalgique quand je la regarde maintenant. À chaque fois que je le vois, je l'entends même dans d'autres films, ça me marque. Mais je me souviens, j'essaie de me souvenir de lui comme Chandler parce que c'est Chandler mon idole et de pas trop penser à la vie qu'il a dû avoir, j'imagine. Et comme tu disais, tu regardais donc les films avec Chandler, avec Matthew Perry. Est-ce que tu es assez investi pour aller voir les autres œuvres du cast, ou finalement ça reste, à part, comme tu disais, pour Matthew Perry, mais ça reste quand même très lié à Friends? Non, c'est pur. Quand je les vois dans la série ou dans un film, c'est par pur hasard. Par exemple, la série, ils ont retiré la série avec Joey, qui s'appelle Joey, je crois, si je me trompe pas. Ah oui, Il est- bah, étonnamment, je l'avais regardé à l'époque, j'avais pas trop aimé, mais a Non, priori, c'est les fans de Friends n'aiment pas Joey. non, j'ai pas aimé du tout. Donc, ouais. Non, quand je les vois dans d'autres films, parfois il y a des films où il y a Monica dedans qui sont bien, etc. Mais je vais pas voir un film à cause d'eux. Moi, en fait, je crois pas que je suis fan. Je suis pas fan, on va dire, des acteurs. Je suis fan des personnages surtout. Les acteurs, c'est des bons acteurs, hein, rien à dire là-dessus. Hein. Mais je suis fan des personnages, surtout. Donc, après, Rachel a des films très connus. Phoebe en a aussi. Ross un peu moins. Je me souviens pas l'avoir vu dans un autre film que dans Friends. Ross a eu un peu plus, enfin, David Schwimmer, ouais, il a eu un peu plus de difficultés à trouver une grosse carrière derrière. On Et le voit après, il y en a, souvent par en ce exemple, rôle secondaire, mais c'est voilà. il y en a un qui va arriver plus tard dans la série. Dans la série, il joue Mike. Son vrai nom, c'est Paul Rudd, si je ne me trompe pas, qui joue Ah oui, Paul Rudd, Ant-Man. ouais, Voilà. bien sûr. Lui, par exemple, c'est un super acteur et je le connaissais avant cette série, donc je le vois différemment. Mais les acteurs même, pour moi, je les vois comme personnages et pas comme acteurs. Je suis fan de Ross, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler et Monica, mais pas de David Schwimmer, de Courtney Cox. C'est des bons acteurs, mais c'est pas eux que j'idolâtre, on va dire. Ok. Bah, depuis Friends, donc c'est 1994 jusqu'à 2004, si je me trompe pas. Depuis le temps, il y a eu plein d'autres sitcoms qui ont repris un petit peu ce style coloc, amis. Enfin, on va penser par exemple à How I Met, Big Bang Theory, New Girl notamment. Euh, Qu'est-ce qui fait que Friends reste au-dessus de ça? Il y en a que j'ai adoré, il y en a que j'ai beaucoup moins aimé How I Met Your Mother. Je ne supporte pas du tout cette série. Elle m'insupporte, j'ai jamais réussi à entrer dedans. Une série comme The Bang Fury, j'ai détesté pendant toute ma vie, jusqu'à un moment où je me suis mis avec ma femme, qu'elle m'a montré cette série, que je la regardais avec elle. Il y a beaucoup plus de profondeur que ce que je pensais. Donc j'ai commencé à adorer cette série aussi. New Girl, c'est une série qu'elle, elle a regardée, que ma femme a regardée, que moi j'ai pas trop aimé non plus. Mais je suis pas super fan des sitcoms. Il y en a que j'aime, comme Modern Family par exemple, qui est devenue mes séries préférées. Mais c'est pas vraiment les séries que je regarde à la base. Moi, je suis plus des séries avec des histoires, du surnaturel, des choses comme ça. Je suis moins sitcom, mais il y en a des bonnes. Mais aucune n'arrive à Friends pour moi parce que Friends, on va dire, c'est le début de tout ça. Et la première, c'est toujours la meilleure pour moi. Donc, c'est un peu différent. Il y a vraiment une histoire. Il y a vraiment. Big Bang Theory, c'est un peu différent. Big Bang Theory, ça va plus. Il y a l'histoire de l'amitié aussi, des couples, etc., qui se forment. Mais je sais pas, c'est plus enfant. Je dirais pas enfantin, mais ça va moins dans les sentiments et moins la profondeur que Friends. Bah, bon, de ma première saison seulement, je trouve il y a pas mal de thèmes. Bon, pour l'instant, ça tourne beaucoup autour de relations de couple, trouver une copine, avoir du sexe. C'est en tout cas pour l'instant très lié à ça. Mais il y a quand même une certaine maturité dans les personnages que j'apprécie, c'est-à-dire que même s'ils doivent avoir la vingtaine et quelques, on peut facilement s'associer à un personnage ou deux. Alors que par exemple, à How I Met ou Big Bang Theory, c'est des personnages ou des vies qui sont, je trouve, plus durs à s'associer. Par exemple, Big Bang Theory, si t'es pas un geek ou un nerd ou machin, Exactement. je trouve Exactement. que enfin, c'est pas Léonard ou Sheldon qui me font rêver en me disant, ah, ils me font rire parce que je ressens un peu comme eux. Alors qu'effectivement, Exactement. on peut tous se J'arrive pas à me retrouver dans le mettre dans la Chandler peau. ou dans le Joey. J'arrive pas à mettre la peau dans l'un d'eux. Hein. J'ai beaucoup plus de mal à mettre dans la peau d'un Sheldon ou d'un Léonard, même si j'adore cette série. Je le répète, c'est une super série, je trouve super marrant. Mais j'arrive moins à mettre dans la tête dans la personnage d'eux parce que il y a moins de profondeur et c'est plus dans un monde fermé, c'est plus un monde dans une niche, on va dire, de tout ce qui est Carltech, tout ce qui est technologie, etc. C'est moins mon monde, mais ça n'empêche pas que la série est superbe. Mais voilà. Et T'as donc, moins l'impression d'entrer dedans. Par contre, Modern Family, là, je m'associe beaucoup aux personnages. Par exemple, à un Phil que j'adore. Il y a beaucoup de choses en lui que j'aimerais retrouver en moi ou que je vois en moi.
Là, c'est différent. La seule chose qui me dérange dans Modern Family, c'est que c'est une série de maintenant et tu as tous les problèmes de maintenant. Donc, tu dois avoir un couple gay, tu dois avoir un noir, tu dois avoir un asiate, tu dois avoir un français, un. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pliés à des règles liées de maintenant. Et ça me dérange un peu. Mais j'adore cette série, par contre. Elle est super marrante. Du coup, comme t'as déjà répondu, mais s'ils faisaient, tu vois, par exemple, The Office, ils ont fait The Paper, une série un petit peu euh, liée un peu qui est la suite, on va dire ça comme ça. S'il y avait un Friends 2.0 avec un tout nouveau cast, est-ce que quand même tu donnerais sa chance ou vraiment ça te saoulerait? Je donnerais sa chance et surtout, j'essaierai de regarder avec les yeux complètement différents. Et pas avec les yeux de Friends, mais avec comme si c'était une nouvelle série. Parce qu'il y a tellement de choses que si je regarde, par exemple, des séries adaptées d'un livre, il y a un livre que j'ai lu, 13 Reasons Why, il s'appelle, ils ont adapté en série. La série, je la déteste. Alors que je l'aurais regardé sans connaître le livre, j'aurais peut-être aimé. Donc, il faut vraiment faire une différence entre les deux. Si j'arrive à faire la différence, à faire la part des choses, je pourrais aimer la nouvelle série dans ce cas-là. Par contre, si je fais les liens tout le temps, j'aimerais pas, quoi qu'il arrive. Et ça va être pareil avec la série Harry Potter qui va sortir sur, voilà. Ça va être pareil avec plein d'autres choses. Bon, c'est toujours dur hein, de passer Ouais. après quelque chose et d'essayer d'avoir ce Exactement. renouveau dans le regard, c'est extrêmement difficile. Parfois, il vaut mieux pas faire le renouveau, quoi. Parfois, il vaut mieux vraiment laisser l'histoire comme elle était. Big Bang Theory, pareil, ils viennent de ressortir un nouveau truc là sur HBO, que j'ai pas encore regardé sur certains personnages comme Stewart, etc. Je sais pas si je vais aimer, parce que je pense que ça va être un peu du réchauffé, un peu bête. Mais bon, on verra bien. Bah écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions sur Friends. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Laissez la chance à la série si vous la regardez, regardez un peu plus que 2 épisodes, parce que parfois on met du temps à entrer. Mais c'est une série, il faut comprendre les messages cassés aussi. Et regardez-les avec les yeux d'il y a 20 ans et pas avec les yeux de maintenant. Sinon, il y a plein de choses qui vous feront pas rire. Ça, c'est sûr. Le monde a changé, mais ça, c'est un peu de nostalgie. C'est une série nostalgique qui m'amène à la nostalgie, qui est ressortie pour les 25 ans il y a quelques années, il y a 2-3 ans, qui est ressortie à fond les ballons. Mais ouais, c'est une belle série. Eh bah écoute, de toute façon, je pense que je te tiendrai au courant quand j'aurai regardé les 10 saisons. Avec plaisir. Pareil quand je regardais en anglais. Ah On a une ouais, mission chacun. c'est vrai que j'ai très hâte parce que, effectivement, bon, toi, tu as énormément l'habitude de la VF, mais je pense qu'il y a beaucoup de blagues ou de manières d'être qui vont te faire changer un peu ta perception peut-être sur les personnages. Possible. Eh ben, c'est très bien. On va maintenant passer au 5 sur 5 pour conclure. Le 5 sur 5. Tu es donc passionné de sport. Je vais Oui. donc te commencer par ton équipe de sport préférée. C'est Paris, le PSG en foot. Tu suis tous les matchs, je suppose. Ah oui, mais archi, oui, oui. Pour que j'en rate un, voilà, il faut que beaucoup se passe. Et oui, non, et ça a un impact énorme sur mon humeur, mon moral, etc. Ah Euh, oui. je suis archi dedans et dans plein de sports différents, mais surtout avec Paris en foot, c'est le pire. Ouais. Et c'est pas trop frustrant de pas pouvoir aller voir les matchs? Alors, je dis vais quand je peux de temps en temps. Après, maintenant, c'est plus simple d'aller voir un match. Il y a 10 ans, c'était plus compliqué parce que tu savais que tu aurais des problèmes quoi qu'il arrive dans le stade, c'était un peu chiant. Maintenant, à Paris, c'est un peu plus sain. Donc, c'est plus simple d'aller voir. Mais après, je suis à 4 heures de route quand même. Ça fait un peu. J'habiterais à Paris, on va dire que j'aurais l'abonnement largement. Mais c'est plus dur quand t'es à l'étranger. Ton jeu vidéo préféré? C'est très compliqué. Il y a tellement de jeux que je joue. Mais ça varie entre EA et FC, donc FIFA. Ça s'appelle FIFA maintenant. Et les jeux Pokémon qui ont bercé mon enfance. Et même maintenant, avec Pokopia qui est sorti, jeu que j'adore jouer, ça va être les jeux qui me marquent le plus. Ton artiste musical préféré? Alors ça, je crois que c'était plus compliqué. Parce que j'écoute de tout et de rien. C'est rare que j'ai qu'un chanteur que j'écoute à 100%, mais il y en a un où j'écoute tous ses albums, où je suis archi fan, c'est Soprano. Un Parisien qui sort à Marseille, c'est compliqué, mais ouais, ça va être Soprano. C'est vrai que pour un Parisien, Ouais, non, malheureusement, parfois, non, j'adore sa musique, j'adore ce qu'il fait, j'adore ses textes, j'adore ce qu'il représente, donc voilà. ton manga ou anime préféré? Bah, largement Pokémon. Pokémon, c'est depuis mon enfance, j'ai plein de tatouages, je regarde les séries, je joue aux jeux. J'ai de la déco partout dans la maison. J'ai la collection de cartes que je fais depuis que je suis jeune. Voilà, il y a tellement de choses que ça peut être que Pokémon.
Et la spéciale que je pose à tous nos invités, l'œuvre, donc quel que soit le genre, un peu méconnue ou sous-cotée, que tu conseilles d'aller regarder après l'épisode. Alors, en film, il y a avec Hugh Jackman The Greatest Showman, film que j'ai détesté quand j'étais plus jeune et que j'ai adoré maintenant. C'est un super film avec une belle histoire, etc. Et sinon, une série que j'ai trouvé un peu sous-cotée, c'est Lucifer. J'adore beaucoup. Je sais pas si tu connais la série, Je l'ai mais pas vu, mais je connais, ouais. Tom Ellis, super acteur. T'as une très marrante, un peu plein de messages cachés aussi. J'adore ça, les messages cachés dans les séries, dans les films. Donc, ça serait Lucifer. Bien, merci. Ça vient conclure notre épisode. Bah, merci Nico déjà pour tout ça. Merci de m'avoir invité. Ça fait super plaisir que tu aies lancé ton podcast. Je suis très content. Tu as une superbe idée que tu as. Donc, j'ai hâte de continuer à écouter. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous sortir. De découvrir de nouveaux films, de nouvelles séries. Parce que c'est très découvert ton podcast. Tu découvres plein de choses que tu n'as pas encore vues. Ça te donne des idées aller regarder quelque chose ou pas. Donc, je trouve ça super idée, de ta part. Bah, merci. Toi, on te retrouve donc. Si je peux mettre le lien de ton émission et puis le Oui, avec kiff plaisir. le 15 août, si je me trompe pas, pour Exactement. l'écriture. Exactement. Où je joue l'animateur pour une fois. Par le moment, c'est surtout Guillaume l'animateur. Moi, je suis plus le co-animateur consultant. Mais là, c'est moi qui ai dû animer parce que Guillaume est l'invité. Donc, c'est toujours plus stressant pour moi. Mais allez Ouais, je l'écouter connais. parce que c'est intéressant. On a deux super invités. Ouais, moi j'ai hâte. Donc, j'ai hâte d'aller l'écouter parce que vous avez parlé du bouquin de Guillaume Ouais, notamment face à une autre personne passionnée ouais. de littérature. Et, euh, et puis bah voilà, je vous dis à la semaine prochaine et puis d'ici là, bonne découverte. À bientôt.